Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et bien, bonjour à vous aussi, cher Frédéric Brindel. Bonjour Judith Belair, nous sommes partis pour un bel été actu, mais bonne humeur malgré tout. On va faire ce qu'on peut, hein. Allez, parlons vrai sur Sud Radio, on parle de tout, on parle de vous, vous le savez. Bienvenue dans Les vraies voix de l'été, votre rendez-vous quotidien de 17h à 19h avec des discussions franches, des débats passionnés et des témoignages authentiques. Vous êtes ici chez vous. Allez, au sommaire de cette émission, Judith. Alors, notre grand débat à 17h30, Mathilde Panot a provoqué une vive polémique hier en déclarant que les maires LFI désarmeraient la police municipale et supprimeraient la vidéosurveillance s'ils étaient élus. Alors, ces propos ont été largement condamnés de la gauche modérée au Rassemblement national. Gérald Darmanin a réagi en accusant la gauche de renoncer à la sécurité du peuple. Est-ce aussi simple que cela? Ne faut-il pas déjà dispenser une formation hyper pointue, ne serait-ce que pour manipuler une arme à feu? Nous vous posons la question à l'antenne et sur les réseaux sociaux de Sud Radio. La France Insoumise veut désamorcer la police municipale. Est-ce pour vous 1. une nécessité, 2. une aberration, 3. c'est sous condition? Notre invité sera Xavier Melki, maire LR de Franconville où la police municipale est armée. Et puis, notre coup de projecteur à 18h40, Emmanuel Macron a réuni ce lundi un nouveau conseil de défense consacré à l'entrisme des frères musulmans. Après avoir jugé insuffisante une première réunion tenue en mai, le président avait alors exigé de nouvelles propositions face à ce qu'un rapport qualifie de menace pour la cohésion nationale, soulignant qu'un islamisme qui se développe par le bas. Ils occupent l'actualité sans revendiquer de domicile fixe. Les frères musulmans seraient-ils, comme dit la formule, partout et nulle part? La question du coup de projecteur à 18h40. Percevez-vous l'entrisme des frères musulmans en France? Oui ou non, vous répondez. Médéric Chapité, sociologue, spécialiste des faits religieux dans le sport, sera notre expert. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Bien sûr, vous votez aux questions qu'on vient de vous poser sur X et sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Et puis nos éditorialistes du jour, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel Botton qui est expert en communication chez Step Conseil. Bonjour, bonsoir. Rapprochez-vous du micro, Samuel, attention. Ouais, c'est le problème. Ça peut servir. Ouais. Bon, nouvelle formule, Judith, pour cet été, 2 vraies voix. Oui, tout à fait. Alors l'autre, c'était Emmanuel. Manu. Plus de temps de parole. Oui. On a plus le temps d'aller au fond des sujets, Frédéric. Pour s'écouter les uns les autres. Qu'est-ce que vous venez de dire? Alors, l'autre vraie voix, bien connue, Emmanuel Abramovitz, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gourion aussi. Et puis notre bonsoir. Bonsoir, oui, déjà vous avez le droit de dire bonjour. Vous étiez là, Emmanuel. Ouais. Je suis là toujours, même quand vous ne me voyez pas. Je me dis, c'est bizarre, il se tait. En général, c'est pas Jamais. le cas. Et puis 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler, passer un coup de gueule, un coup de cœur, évidemment. Notre auditeur du jour s'appelle Jean-François. Jean-François, vous nous appelez de Béziers. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue. Merci. Alors, cher Jean-François, vous avez un coup de gueule à passer sur l'immobilisme politique. On vous écoute. Oui, sur l'immobilisme politique. En fait, vous venez d'en donner un exemple avec l'entrisme des frères musulmans. Simple rappel, en 1995, si ma mémoire ne me joue pas de tour, Philippe de Villiers a écrit un livre qui s'appelle Les mosquées de Roissy. Et il dénonce exactement à la ligne près ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'en est une. Les agriculteurs se plaignent sans arrêt qu'on accumule des normes sur leur dos. Alors ils manifestent, ils sortent dans la rue, les ministres se déplacent, rien n'arrive, rien ne se passe, les normes sont toujours les mêmes. Les chefs d'entreprise demandent du personnel à corps et à cri, ils demandent qu'on en forme. Je vous cite un seul exemple, dans l'optique, les résultats du brevet d'opticien ont été délivrés il y a une dizaine de jours. Les opticiens réclament des salariés pour leur magasin, c'est une profession qui embauche. Ils ne trouvent pas parce que les exigences des nouveaux diplômés sont plus importantes de ce qu'ils peuvent leur offrir. Encore des exigences. Bon, là, ça fait vraiment, Jean-François, 3 exemples clairs que vous nous donnez. Mais oui, alors évidemment les sacro-saintes de retraite, c'est quand même pas difficile de comprendre qu'il faut travailler plus aujourd'hui, on vit plus longtemps. D'ailleurs moi je regarde beaucoup les médias, télé, radio, j'écoute beaucoup. Franchement, dans le monde des journalistes, il y en a qui ont largement dépassé l'âge de la retraite, ils sont toujours là, ils travaillent toujours. Je parle même pas Vous avez des noms? Non, pas de nom. On va pas parler de la pénibilité du travail de journaliste, n'est-ce pas?
mais écoutez, s'ils travaillent, c'est qu'ils peuvent. Regardez les artistes, les chanteurs, les acteurs, ils s'arrêtent pas de jouer. Oui, mais vous savez bien que ce sont des métiers de passion et que c'est autre chose, évidemment. Alors, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez, on peut témoigner ici. Transformer beaucoup de métiers en métiers de passion. Hein. Il suffit d'avoir le cœur pour le faire. Etc. Bon, vous avez actuellement, enfin, maintenant c'est fini, tous les conseils départementaux ont voté leur budget. Mais cette année, ils ont tous eu des difficultés à boucler leur budget à cause des restrictions financières qui leur ont été imposées par l'État. Mais les conseils départementaux, vous le savez, s'occupent de sujets qui ne font pas partie de leur prérogative. La culture, donc ça freine à tous les étages. Jean-François, ce qu'on fait, évidemment, parce que vous l'avez compris, votre sujet, il est central et nos deux vraies voix sont prêts à bondir. Oui, tout à fait. Sur l'immobilisme politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur l'immobilisme, mon cher Jean-François, vous avez dit une phrase très intéressante. Je regarde beaucoup les informations, je m'informe. Et c'est très bien, mais c'est aussi peut-être un problème parce qu'on est dans une période et dans une ère où l'information va toujours plus vite et il y a toujours un besoin de résultats immédiats. C'est ce qui a été posé comme base sur le premier quinquennat et sur la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 où la politique devait aller plus vite, l'information également. Et donc on en arrive à une volonté de résoudre beaucoup de problèmes très vite. Et c'est dû à des effets de communication. Aujourd'hui, vous et moi, on est lucides, on est contribuables aussi. Et je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait de dire que ce soit la réforme des retraites ou les nombreux autres problèmes que vous avez évoqués, les solutions ne sont pas si simples. Ça passe par du temps de travail, ça passe aussi évidemment par de la pédagogie. Et alors, pour reprendre l'exemple que vous preniez sur les jeunes opticiens qui ont des conditions et des standards assez élevés. Je précise que vous avez des lunettes. Hein. J'en ai depuis... Donc vous êtes crédible sur le sujet. C'est très important. Je suis à moins 5,5 de chacun, vous pouvez me faire confiance. Blague à part, tout ça pour vous dire que c'est aussi inhérent à l'ensemble du marché du travail de cette nouvelle génération qui, moi je le constate au quotidien, nous a fait passer son mode de vie avant le reste. C'est-à-dire plus de simplicité, plus de temps en famille. Donc c'est des standards qui sont inaliénables. Et après vous avez la question financière et on a eu le débat il y a quelques jours sur le pouvoir d'achat des Français. Sur les 6 dernières années, on est à x2,5. Donc forcément, vous avez des standards qui s'élèvent. Emmanuel Abramovitch, rapidement. Le point que vous évoquez, cher monsieur, est paradoxal dans le sens où cet excès de normes qui sont censées en fait améliorer la vie des citoyens et des professionnels, en fait la pénalise de la façon la plus visible qui soit. Et donc, on atteint maintenant l'inverse de ce qui devrait être la bonne norme. La bonne norme facilite la vie. Or, nous voyons aujourd'hui que les normes empêchent la vie personnelle, citoyenne et ou professionnelle, ce qui n'est absolument pas normal, eu égard le fait que ces normes sont pondues, travaillées par des gens que nous portons au pouvoir, les députés notamment. Merci. Restez avec nous, Jean-François, surtout. Hein. Ici, vous le savez, on ne tourne pas autour du pot. Sud Radio, c'est la parole libre. Parlons vrai. Oui, vous le savez. Allez, dans un instant. Il est notre fil rouge en plus. On va le retrouver. Il va jouer avec nous et tout ça. Allez, dans un instant, vous allez retrouver les 3 mots dans l'actu de Albin Texera. Et puis, on ne sait pas trop quand il arrive, le Tour de France, mais il va pas tarder. Hein. Oui. Et juste, puisque l'information vient de tomber, nous vous la donnons. Hein. Olivier Marleix, député, ancien président du groupe Les Républicains, s'est suicidé. L'information est donc arrivée il y a quelques minutes. Et bien sûr, Judith, dans les 3 mots de l'actu, nous en parle. Voilà. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez les vraies voix de 17h à 19h et tentez de remporter de magnifiques objets design et connectés de la marque Lexon. Des bubble lamps avec chargeur à induction, des radios Tico, des enceintes Bluetooth Minotti rechargeables ou encore le MacBank, une batterie sans fil externe compacte et magnétique. Gagnez ces superbes objets innovants avec Lexon et Sud Radio. Parlons vrai. Alors, elle te plaît ma nouvelle cuisine? Du Made in France? Tu te mets bien? T'as eu une prime? Non, je sais. Tu l'as eu d'occasion. Le Made in France pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. So Cook, des cuisinistes pas comme les autres. Et si vous n'y croyez toujours pas, rendez-vous en magasin pour découvrir notre nouvelle cuisine Smart à 2816 €. Voir conditions sur socook.com. Sud Radio à Dijon en DAB+. Sud Radio. Alors, ton nouveau crush? Bah écoute, il est beau, il est à l'aise partout, il est fiable, je me sens en sécurité avec lui et en plus il est disponible. Attends, là tu me parles de ton SUV Volkswagen? Bah oui.
En ce moment, chez Volkswagen, craquez pour le T-Cross à partir de 149 € par mois. Pour l'achat d'un T-Cross Life 9 LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €, puis 36 loyers de 149 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bonjour, c'est votre banque pour une vérification de sécurité. Pouvez-vous me confirmer vos identifiants et mots de passe, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est 2341VR et le mot de passe... Jamais un conseiller ne vous demandera vos codes, mots de passe ou identifiants bancaires. Il n'en a pas besoin. Alors sur Internet ou par téléphone, ne donnez jamais ces données. Ceci est un message des banques françaises et de la Banque de France. Un impact à réparer? Carglass directement. Chez nous, pour la réparation, il n'y a pas de franchise à payer. Et en plus, en 30 minutes, c'est fait. Et chez Carglass, la réparation, ça passe vite. Parce qu'on pré-remplit votre déclaration assureur. Vous avez juste à signer. Parce qu'on vous offre le Wi-Fi et le café. Vous voyez pas le temps passer. Et jusqu'au 18 juillet, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour gonfler vos pneus rapidement. C'est pour toute intervention par Waze. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez gratuitement le 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. 4 jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, la cuisine, la maison et plus encore. De quoi vous sentir moins... et bien plus comme... devenez une vraie star. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est là, le Frédéric Brindel. Hein. Oui, Judith Belair. On doit jouer. Il paraît. Ça, c'est bien. Chaque jour, il va y avoir des cadeaux. Tout à fait. C'est le moment de jouer sur Sud Radio pour gagner un pack Lexon, un Pax Lexon, avec des objets design, n'est-ce pas, et connectés. Il y a des bubble lamps. Hein. C'est une lumière douce, apaisante. Ça crée une ambiance unique. Et c'est rechargeable et portable. Hein. Vous pouvez l'emmener absolument partout. Puis il y a des radios aussi, je crois. Et on va essayer de la gagner, parce que ça serait bien pour le studio de Sud Radio. Vous voulez une bubble lamp chez vous, Frédéric? Et puis il y a des radios Tico. Hein. C'est des enceintes Bluetooth minotées, compactes, puissantes et résistantes à l'eau. Parfaite pour écouter Sud Radio, évidemment, partout et en toute liberté. Puis le MacBank, c'est une batterie sans fil, externe, compacte et magnétique, conçue pour allier performance et élégance. Je veux tout gagner. Alors vous appelez où? Au 0826 300 300. Voilà. Vous connaissez tous ce téléphone. Maintenant, il faut dire le combientième appel gagne. Alors, est-ce que je peux donner un chiffre? Vous voulez le faire vous? Vous voulez pas laisser nos invités Non, ils ne m'intéressent pas. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est fait. Non, allez, au revoir. Hein, salut. Ok, Coral. Voilà. Donc. Allez, Emmanuel, non? Allez. 28. Oh, bah, 28. Faut appeler les gars. Allez-y. téléphonez. Et puis, restez bien connectés surtout, parce que c'est celui qui appelle et qui reste connecté qui va gagner. Voilà. Et puis, tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu de Albin Teixeira. Les vraies voix Sud Radio. Alors, vos 3 mots dans l'actu, Albin, sont Marlex, incendie et disparition. On commence par Olivier Marlex. Bonsoir à tous. Olivier Marlex, député et ancien chef des Républicains à l'Assemblée, est mort à l'âge de 54 ans. Dans l'actu également, les départs de feu se multiplient. Plus de 1300 vacanciers ont été évacués ce matin à Fréjus. Et puis pour finir, la disparition inquiétante d'un jeune Français de 18 ans, porté disparu depuis 3 semaines en Iran. Les vraies voix Sud Radio. C'est une disparition brutale qui secoue la classe politique que l'on vient d'apprendre. Le député Olivier Marlex, figure des Républicains, est mort à l'âge de 54 ans. L'annonce a été faite par Laurent Wauquiez, président du groupe de droite républicaine à l'Assemblée nationale. Il laisse une peine infinie derrière lui, a-t-il dit. Olivier Marlex, élu d'Eure-et-Loir, avait présidé le groupe Les Républicains à l'Assemblée de 2022 à 2024. Réputé pour sa discrétion, sa rigueur et sa profonde connaissance des dossiers, il s'était notamment illustré pour son combat contre la vente d'Alstom à General Electric. Il avait été jusqu'à saisir la justice, dénonçant un possible pacte de corruption impliquant la campagne de 2017. Fils d'un ancien ministre, proche de Michel Barnier et de Bruno Retailleau, il incarnait une droite sobre, attachée aux valeurs républicaines. Les premières réactions politiques parviennent déjà à nous. Marine Le Pen le qualifie comme un élu de terrain rigoureux ou encore d'un adversaire toujours respectueux pour Manuel Bompard. Les circonstances pour le moment de son décès restent à éclaircir, mais tout indique qu'il aurait mis fin à ses jours. Une disparition qui bouleverse sa famille politique et rappelle la solitude parfois extrême des responsables publics.
Allez Albin, deuxième mot dans l'actu, incendie. On est en plein cœur de l'été. Malheureusement, les départs de feu se multiplient déjà dans le sud de la France. Le Var, les Bouches-du-Rhône et l'Aude ont été placés en vigilance rouge au feu de forêt. Ce matin encore, un incendie a mobilisé de gros moyens à Fréjus. Oui, c'est un peu après 11 heures que les flammes se sont déclarées à proximité du camping de Colombier à Fréjus. En quelques minutes, 1300 vacanciers ont été évacués. Une maison et une dépendance ont été détruites, mais aucune victime n'est à déplorer. Le feu a été rapidement maîtrisé après avoir parcouru environ 4 hectares. Mais les conditions météo compliquent encore le travail des pompiers. 30 degrés, un air sec, humidité en chute libre et des rafales à 60 km/h. Un cocktail dangereux pour des équipes déjà très sollicitées. Et ce n'est pas seulement un enjeu local. Avec le réchauffement climatique, la menace s'étend désormais à l'ensemble du territoire, comme le précise Jérôme François, vice-président de l'UNSA Pompiers chez nos confrères de BFM TV. Il y a 2 ans, on envoyait des Canadair en Bretagne. Si on m'avait dit ça au début de ma carrière, il y a 30 ans, ça aurait été un sujet de plaisanterie au foyer. Malheureusement, c'est une réalité. On a cette problématique d'incendies qui peuvent naître partout en France et qui nécessitent des moyens lourds pour les éteindre. Demain, légère accalmie attendue. L'Aude, l'Hérault et le Gard passeront en vigilance orange. Mais attention, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse resteront ou passeront en vigilance rouge. Chaque été, malheureusement, c'est le même tableau. Samuel Botton, il n'y a pas que les conditions atmosphériques qui font, il y a aussi des incivilités. Les incivilités, forcément, mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir une réponse au réchauffement climatique. Après, ça va faire 4-5 ans qu'on vit au rythme des incendies l'été d'une violence inouïe. Et c'est une problématique en France, mais c'est aussi une problématique en Europe. Je pense à l'Italie, je pense à la Grèce. Donc forcément, il faut appréhender tout ça. On peut regarder aussi ce qui se passe à l'international. On a tous en tête les images de Los Angeles en flammes. Donc forcément, le travail des pompiers est prioritaire à ce moment-là. Et il va falloir trouver aussi des solutions à long terme. Et vous le disiez, ça passe par l'éducation des personnes qui profitent de ces lieux-là pour essayer de réduire la voilure un maximum, mais le risque zéro n'existe pas. Un peu plus sur les incivilités alors, Emmanuel. Je vous sens bien sur la problématique aussi. Hein. Oui, mais comme l'exemple vient d'en haut, parce que nous voyons comment s'invectivent les hommes politiques, qu'ils soient dans le gouvernement, au Sénat, dans les assemblées, alors effectivement, l'exemple pour les Français sur le terrain est absolument dramatique. Il n'y a plus d'exemplarité, il n'y a plus un homme politique vers lequel on puisse se tourner et qui soit un exemple, entre guillemets. Il y avait avant des grandes voix, mais surtout de grands esprits bien faits, éduqués, courtois, même avec leurs adversaires politiques. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que cette génération est partie et pas remplacée. Faites attention parce qu'on a un prochain invité, un brillant homme politique qui va arriver et qui va peut-être vous contredire. Attention. Porte tous les Je voudrais quand même dire la blague de Maxime. On me souffle, c'est pas les grandes voix, c'est les vraies voix ici. Voilà. Mais souvent, quand on est grand, on parle vrai, de toute façon. Et Maxime Sénat, qui est notre réalisateur et qu'on salue, petite précision pour nos auditeurs de Sud Radio. Voilà. Allez, Albin, votre troisième mot dans l'actu, c'est disparition, car c'est bien le mot qui inquiète aujourd'hui. Lennart Monterlos, jeune Français de 18 ans, est porté disparu depuis le 16 juin, alors qu'il se trouvait en Iran. Oui, il était parti seul à vélo en août 2024 pour rejoindre le Japon, passant ainsi par l'Iran. Seulement voilà, ce voyageur passionné n'a plus donné signe de vie depuis plus de 2 semaines, voire même 3 maintenant. Voici l'une des dernières vidéos postées quelques jours avant sa disparition. Il y parlait de l'Iran avec enthousiasme, tournant même en dérision les inquiétudes liées à ce passage. Surtout ne commets pas l'erreur comme moi d'aller voyager en Iran. J'y suis depuis 1 mois à vélo et voici les 5 raisons d'éviter ce pays à tout prix. Tout est trop peu cher, les gens sont trop accueillants, trop généreux. Ils vont toujours être là pour t'aider et t'accueillir dans leur pays avec joie et bonne humeur. Alors surtout, écoute les médias, c'est un pays super dangereux et ne viens pas en Iran. Depuis, plus aucune nouvelle, ni message, ni photo, ni localisation. Le Quai d'Orsay parle d'une disparition inquiétante, d'autant que le contexte est tendu. 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris, sont emprisonnés en Iran depuis 3 ans. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Iran utiliserait délibérément des ressortissants étrangers comme levier diplomatique. À ce jour, aucune réponse officielle n'a été donnée concernant Lennart Monterlos. Évidemment, il faut être prudent sur la manière de traiter cette histoire qui est terrifiante, évidemment, mais encore une fois, au-delà de ça, Emmanuel Abramovitch allait faire un tour de vélo alors qu'il y a une guerre qui se déroule entre l'Israël et l'Iran. Bon,
C'est l'inconscience absolue. Il n'est pas normal que le Quai d'Orsay n'ait pas averti, voire interdit. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et les médias aussi, d'ailleurs, ils se moquent des médias. Ouais. Et un jour, j'ai bon espoir que les Français se souviendront de leur histoire et qu'ils se remémoreront notamment qu'à partir de 1980, le premier régime qui a fait de son fonds de commerce pour la diplomatie la plus maligne qui soit, c'est l'Iran. Et c'est passé par des attentats, mais en ce qui nous concerne là maintenant, surtout des prises d'otages. Je n'oublie pas le nombre de journalistes qui ont été pris en otage au Liban, gardés des années et des années. Oui, c'est un fonds de commerce. Et quand nous faisons le rapport, le lien avec ce qui se passe en Algérie, on ne peut pas s'empêcher d'établir des correspondances. Samuel Botton, bon, on reste prudent évidemment, Tout à fait, mais alors après je passerai sur la bêtise du jeune homme, et alors ça m'amène sur le terrain des réseaux sociaux que je comptais aborder sur l'entrisme des frères musulmans, mais les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un impact négatif, et là l'exemple est criant. Et c'est l'émission qu'on faisait jeudi avec Philippe David et Philippe Bilger, où on se disait les excellents, et irremplaçables. Mais ça rejoint ce que vous disiez aussi. Regardez-nous, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Donc c'est ce que vous disiez. La France ne joue pas dans ces règles-là. Ce qui fait de la France une démocratie et un pays lumière, c'est que nous, on kidnappe pas des gens au hasard pour faire de l'échange de monnaie. Bon, à partir du moment où vous jouez selon ces règles-là, avec des dictatures et des États terroristes, forcément se passe ce qui se passe. Parce que j'ai de la peine pour ce jeune homme, forcément, un ressortissant qui est loin de nous, mais la bêtise est là. C'est un peu le comble, sa vidéo, quand il dit les gens sont gentils, mais on est bien accueillis. C'est pas faux en même temps, certainement. On comprend une intelligence parce qu'il manie le second degré avec une dextérité évidente, et en même temps, il va tomber dans le propre piège qu'il a compris, mais dont il ne veut pas tenir compte. Et alors maintenant, ce qui m'étonne aussi, c'est le silence assourdissant des autorités iraniennes qui ne nous disent pas qu'une enquête est en cours. C'est un jeu stratégique. En l'occurrence, ils ont fait le tour des hôpitaux et que peut-être on n'a aucune nouvelle. La guerre des nerfs. Et ça, c'est le comportement typique d'un ravisseur qui commence une guerre psychologique. Merci messieurs. Allez, on va bientôt, c'est notre grand débat du jour. Vous le savez, Mathilde Panot a dit hier qu'en cas d'élection, les maires LFI désarmeraient la police municipale, mais aussi d'ailleurs les caméras de surveillance. Ce sont des propos qui ont été condamnés par l'ensemble de la classe politique et peut-être un peu par votre petit rire, Frédéric Vandel. Oui, pardonnez-moi, je me suis fait piéger. La France insoumise veut désarmer la police municipale. Est-ce pour vous une nécessité? Alors c'est la première solution. 2, une aberration. 3, c'est sous condition. Vous votez sur le compte X. Dans un instant, on va vous donner la tendance et on va recevoir un invité, Judith. Oui, pour en parler, nous sommes avec Xavier Melki, qui est maire LR de Franconville. Bonsoir Xavier, bienvenue. Bonsoir. Alors une petite question directe pour vous Xavier. Quels seraient les impacts d'un démantèlement de ces dispositifs? On parle de police municipale désarmée et plus du tout de vidéosurveillance. Imaginez la France de 2023 avec les émeutes sans policiers municipaux, puis vous avez la réponse. Voilà. En réalité, merci. La France insoumise veut moins de policiers, nous on veut moins de délinquants. Bon, voilà. On fait le débat quand même. Oui, bien sûr. C'est vrai que. Non, alors bon, on va essayer de relativiser quand même parce que le point de vue de la France insoumise doit être. Bien sûr. Voilà, allez, parlons vrai. Sud Radio, c'est le micro des vrais débats et des vrais gens, vous le savez. Restez avec nous surtout. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Renault. Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie hybride numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme Renault Espace 5 ou 7 places dès 430 € par mois. 2 mois de loyer offert. En 2024, source 3 Data, selon version et conduite. Espace Techno 5 places Full Hybrid E-Tech 200 € option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 €. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cardiac. Offre à particulier du 17 juin au 31 juillet. Conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Quand on part en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Sud Radio Paris 99.9 et en DAB+. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster et vivre le grand frisson en sautant dans une tornade. Vous affronterez le tumulte des rapides au cœur des Bermudes avant une descente vertigineuse. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Réveillez l'aventurier qui est en vous. Réservez sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Consultez futuroscope.com.
Carrefour. Quand vous me dites les nectarines, le fruit de l'été par excellence, et si en plus elles sont françaises, alors là... Eh bien, je vous réponds que les nectarines jaunes ou blanches sont à 2,59 € le kilo seulement. Et elles sont origine France. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1 calibre B, détails sur carrefour.fr. Avec Plénitude, réinventer le quotidien pour mieux consommer l'énergie, ce n'est pas qu'une simple idée. C'est choisir un fournisseur d'énergie avec un prix du kilowattheure hors taxe de l'électricité 15% inférieur au tarif réglementé en souscrivant à l'offre Plénifix 1 an électricité et recevez un bon d'achat Fnac de 100 € avec le code Pléniculture en appelant vite le 3294. Service gratuit plus prix d'un appel ou sur eniplénitude.fr. Offre disponible jusqu'au 13 juillet, réservée aux 900 premières souscriptions. Détails sur eniplénitude.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix se préparent pour notre premier grand débat de l'été, Judith Belair. On est ému, vous êtes ému. Ah oui, je bon. Nos deux vraies voix, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, présent ? Oui. Présent. Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gourion, présent ? Présent. Ça marche. Allez, le grand débat du jour, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mathilde Panot a suscité une vive controverse dimanche, c'est-à-dire hier, en affirmant que les maires LFI élus désarmeraient la police municipale et démantèleraient les dispositifs de vidéosurveillance. Des déclarations très critiquées de la gauche modérée, figurez-vous, au Rassemblement national. Gérald Darmanin accuse quant à lui la gauche de tourner le dos aux enjeux de sécurité des Français. La France insoumise veut désarmer la police municipale. Est-ce pour vous, les auditeurs de Sud Radio, 1, une nécessité, 2, une aberration, 3, sous condition? Vous avez réagi sur le compte X de Sud Radio et continuez surtout à le faire. Pour l'instant, vous dites que c'est une aberration à 93%. C'est assez clair et tranché. 3% une nécessité, 5% sous condition. Et nous sommes avec Xavier Melki, qui est maire de Franconville, maire LR de Franconville. Bonsoir Xavier. Rebonsoir. Où on doit dire d'ailleurs la police municipale est armée et il y a des vidéosurveillances. On a des caméras, voilà. On est 40 000 habitants à peu près, on a 40 policiers municipaux. Et Abdoulaye Kanté, vous avez félicité sur cette même antenne pour l'efficacité de votre police. Abdoulaye Kanté, police nationale. Chez nous. Ouais. Voilà. Xavier, si jamais, tiens, imaginons comme ça que vous enleviez les armes aux policiers et que vous enleviez les vidéos de caméra surveillance, est-ce qu'il y a d'autres alternatives efficaces pour compenser ce désarmement de la police municipale? C'est le cas de le dire, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas d'alternative. En réalité, l'État est complètement défaillant sur la gestion de la sécurité et les communes ont dû prendre le pas. Alors le temps du débat de dire c'est pas à moi de payer, c'est à l'autre, je pense que ce temps-là est fini. Les villes maintenant ont pris l'habitude de gérer cette thématique-là, avec toutes les formations qui vont avec tous les sujets de sécurité des biens et des personnes qui en découlent. Donc c'est un débat pour faire parler, mais en réalité, je suis même pas sûr qu'un maire LFI qui arriverait, quand bien même ça puisse se passer, enlèverait. Est-ce qu'il le ferait vraiment? C'est ça la question. Alors, la question, elle a été déjà abordée par Xavier Melki, Samuel Botton, mais il y a une histoire de formation, c'est ça qui fait peur. Ils alertent aussi les élus de LFI là-dessus, ça s'entend. Ça s'entend, mais je pense qu'on est face à un organisme, donc la police nationale, suffisamment organisée pour pallier à ce genre de problématique. Après, c'est ce que disait Monsieur Melki, et ça me fait sourire parce qu'il dit, mais on enlève ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a entièrement raison, on s'est battu pendant des années, c'est-à-dire depuis le gouvernement Jospin, pour pouvoir armer les polices municipales, faire en sorte d'avoir des polices de proximité et de prendre à bras-le-corps la problématique des citoyens. Au national, on entend parler beaucoup de sécurité. De mon modeste point de vue, ça incombe beaucoup plus aux collectivités et notamment aux maires de gérer la sécurité de leurs administrés. Là où pour le coup le national devrait lui se concentrer sur le pouvoir d'achat, là où j'imagine vous avez finalement très peu de levier d'action. Donc après ça, moi j'ai vu l'interview en intégralité, j'étais ébahi, c'est-à-dire je ne sais pas si je suis face à une politique qui cède face à la pression. Ils sont deux à en avoir parlé, Manuel Bompard et Mathilde Panot.
Au moins sur Mathilde Panot. Donc ça, c'était assez hallucinant. Et puis après, sur le reste, je ne suis même pas sûr que ce type de proposition trouve un écho chez l'électorat revendiqué banlieue de la France insoumise, où même eux vont vous demander plus de sécurité. Donc je ne vois pas vraiment... D'aucuns ont dit on enlève les caméras et d'autres ont dit on enlève les panneaux. Allez, c'est d'accord. Voilà. Gérard Darmanin, lui, dit que la gauche tourne aux enjeux de sécurité des Français. Et pourtant, on a Olivier Faure qui nous dit, il a assuré d'ailleurs que son parti ne soutiendra pas un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. J'ai envie de dire que c'est un peu cacophonique tout ça, Emmanuel Abramovitch. C'est cacophonique, mais en réalité, à gauche, il y a quand même une vision anti-flic, anti-force de l'ordre, anti-protection des citoyens. Et si l'on faisait tout ça, la question, je trouve que monsieur le maire vous a répondu très très poliment, si l'on supprime du jour au lendemain les caméras et la police municipale, eh bien ce sont les voyous, les racailles, les narcotrafiquants qui prennent le pouvoir. En 48 heures, c'est fait. Et si vous considérez qu'il y a peut-être derrière eux des forces occultes ou des réseaux qui les soutiennent, qui les maintiennent et auxquels ils versent de l'argent pour pouvoir travailler, je pense évidemment par exemple aux frères musulmans, mais je n'anticipe pas notre débat de tout à l'heure, alors en fait, l'État et les citoyens qui se lèvent le matin et qui payent leurs impôts, dont Nicolas, se retrouvent saucissonnés chez eux, rackettés, et il n'y a plus de police pour les surveiller, pour les protéger. Nous allons droit au-delà de l'anarchie. Je pense qu'il est temps de sévir contre ces députés qui font honte à l'écharpe tricolore en faisant des propositions qui mettent à ce point en danger les citoyens. Mais qui apportent une réflexion, ce qui nécessite une question. Xavier Melki, maire de Franconville, je le rappelle, dans le Val d'Oise. Comment avez-vous pris la décision d'armer vos policiers municipaux? Est-ce que c'est une démarche personnelle? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez des comptes à rendre? Comment ça marche finalement? C'est une démarche qui a été entamée il y a déjà quelques années. On a été l'une des premières communes du Val d'Oise à armer notre police municipale, une des premières communes du Val d'Oise à mettre de la vidéoprotection. Et je dois dire que les temps ont complètement changé, parce qu'avant on nous regardait avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qu'ils font, ils se prennent pour qui? C'est des shérifs, des cow-boys, ils arment leur police, ils mettent des caméras, c'est Big Brother. Et puis aujourd'hui on a plutôt tendance à faire les gros yeux à ceux qui arment pas leur police et à ceux qui mettent pas de caméra. Donc ça a complètement changé, ça s'est complètement retourné. Non, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une responsabilité quand on est maire d'armer sa police. On est responsable, on est l'autorité des agents. Et donc il y a des devoirs de formation derrière. On va pas filer une arme létale à quelqu'un qui passe pas au contrôle de moralité, il n'y a pas les formations, enfin tout ça est très encadré, très Quelle suivi. formation alors ont reçu vos agents? Il y a du tir, bien souvent c'est des personnes. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que on ne vient pas dans la police municipale par hasard. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont déjà une grande carrière dans la sécurité, soit de la sécurité privée, soit militaire, soit des gendarmes, soit des policiers nationaux. Donc c'est des personnes qui sont aguerries au type de comportement. J'insiste sur les émeutes de 2023. Les polices municipales ont sauvé ce qui pouvait être sauvé dans le pays. Ne pas le voir et le nier, c'est une aberration. Ce que fait aujourd'hui LFI, moi, c'est parfait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire un tract pour leur expliquer pourquoi il ne faut pas qu'ils aillent au pouvoir. Tout le monde l'a compris. Donc, c'est parfait. Mais qui continue ces déclarations comme ça, c'est un bonheur, parce que c'est complètement aberrant. Vous savez, à la région, Valérie Pécresse a mis en place un dispositif pour aider les collectivités, aider les communes, aider l'État. Et on finance au Conseil régional une partie de ces dépenses-là. Nous sommes attaqués par les communistes, donc c'est tout ce conglomérat qui a une certaine vision de la sécurité, attaqués parce qu'ils considèrent que ce ne serait pas le rôle de la région de le faire. C'est honteux. Excusez-moi, mais on n'entend que des voix concordantes. Est-ce que vous avez des arguments contraires, Samuel? Non, des arguments contraires sur ce point-là, évidemment que non. C'est-à-dire sur la question des caméras et des vidéos de surveillance et de l'armement de la police municipale, on est tous unanimes. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Emmanuel. Sur le côté, la gauche a abandonné la question sécuritaire. Non, la gauche, elle n'a pas abandonné la question sécuritaire. La France insoumise, c'est une chose. La gauche, ça lui a coûté très cher d'aborder ces questions, en l'occurrence sous le mandat de François Hollande. Alors je vous passe Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Et c'est ce qui fait que c'est opéré aussi une rupture entre les peuples de gauche et qu'à un moment,
La France insoumise a pris un leadership. Il reste des chevènementistes finalement. C'est pas une question de chevènementisme, mais c'est des gens juste qui sont dans une bonne logique et qui comprennent comment doit fonctionner un État et sa citoyenneté. Aujourd'hui, s'opposer, comme on en parle, en disant non, il y a trop de policiers, non, posez-vous la question différemment. Comment est-ce qu'on rétablit le lien entre citoyens et forces de l'ordre? Alors encore une fois, je risque de vous faire bondir, messieurs. Le dernier qui a réussi cet exploit et qui a fait applaudir les forces de l'ordre dans la rue, c'est François Hollande. Donc cette solution, elle est possible, mais il faut se poser les bonnes questions. Il y avait malheureusement un contexte. Oui, il y a un concours de circonstances. Mais vous noterez qu'à l'époque, on descendait ensemble dans la rue et pas opposés les uns aux autres. Moi, je vous invite à Franconville, vous verrez que la police municipale est très bien reçue dans les écoles, très bien reçue dans les équipes, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Je pense que l'hommage à François Hollande est usurpé parce que vraiment, c'est pas pour son talent et pour ses encouragements à la protection civile qu'il a été applaudi, c'est parce qu'il était à cet endroit-là, au moment... Voilà. Au bon endroit, au bon Pardon moment. de vous dire que le désamour de la gauche vis-à-vis de la sécurité par le déni a commencé sous un certain Premier ministre qui s'appelait Lionel Jospin, qui avait nommé un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Vaillant, et quand il y avait un incendie dans une synagogue, et ça arrivait souvent, à chaque fois c'était un problème électrique ou un mégot. Donc le déni des problèmes sécuritaires à gauche, ça date pas d'hier. Non, là pour vraiment, ne pas ajouter désolé, autre chose. je n'ai rien compris à votre raisonnement parce qu'il ne tient pas la route. C'est pas construit, factuel, c'est pas fondé. La gauche a toujours pris ça. Une partie de la gauche, attention, ne me faites pas dire ce que je vais pas dire sur la question LFI, communiste ou quoi, mais au moins sur le Parti Socialiste, vous pouvez tourner dans tous les sens sur toutes les déclarations sur les 30-40 dernières années. J'ai pas souvenir qu'ils aient failli une seule fois sur l'antisémitisme. Je déclaration du ministre de l'Intérieur. J'ai aucun doute là-dessus. Je ne peux pas dire Excusez-moi, quelque chose de faux. messieurs, on a un auditeur qui s'appelle Jean-François qui nous appelle de Béziers. Vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez sur Sud Radio, c'est votre radio. Au 0826 300 300. Hein. Ouais. Alors Jean-François, on vous écoute. Comment est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous entendez? Je vais être un peu redondant avec Monsieur le maire et Monsieur Melki. Effectivement, l'avantage de la police municipale armée, c'est qu'il y a une obligation de formation, une obligation de sérieux. Ce sont de véritables professionnels de la sécurité. Ce sont plus des agents territoriaux qu'on transforme. Donc, premièrement, les citoyens ont à leur service des gens formés à la sécurité, aussi bien dans l'assistance au quotidien que dans la protection contre la délinquance. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'avec ça, le maire envoie un signal aux délinquants de sa commune. Parce que la police municipale, son patron, c'est le maire. Il peut donc leur assigner des missions au quotidien sur des points chauds de la ville qu'il est le premier à connaître. Parfois même avant la police nationale. Donc il n'y a que du positif. À la rigueur, si on veut trouver quelque chose de négatif, mais pour moi ça se transforme en positif, c'est que le budget qu'on met sur la police municipale, parce qu'il faut les former, il faut les recruter, il faut leur acheter des armes, ce budget on le prend ailleurs. Mais comme dans toutes les communes, il y a une petite gabegie financière qui traîne par-ci par-là, c'est la bonne occasion pour supprimer des subventions qui ne servent à rien, ce n'est à faire plaisir à des amis. Et alors Jean-François, justement, Jean-François, vous faites réagir Xavier Melki sur la gabegie, peut-être déjà. Je suis pas le maire de Paris. Mais ça viendra, paraît-il, non, d'accord. Là, il a entièrement raison, c'est que le rôle des policiers municipaux, c'est, vous savez, la sécurité, ça marche sur deux jambes. Il y a la prévention d'un côté, et qu'on a trop souvent mis en avant, et la répression de l'autre, qu'on a trop souvent eu peur d'évoquer. Et ça fait à peu près 40 ans, si vous regardez, ça a commencé avec la création de la politique de la ville, voilà, dans les années 80. La politique de la ville, c'est 110 milliards depuis 2010, 117 milliards depuis 2010, pour des effets qui sont absolument... si, regardez, on peut se baigner dans la Seine. C'est parfait. Mais nos policiers municipaux, aujourd'hui, c'est eux qui connaissent. Quand vous avez une police municipale avec des agents qui sont fidélisés, qui sont formés, qui connaissent la ville, qui connaissent le territoire, ils connaissent les gamins, ils les voient grandir, ils les voient évoluer. Et puis, on a de très bons rapports avec la police nationale. Qui, justement, il y a plus ce regard un peu condescendant des nationaux sur les... Non, il y a un vrai regard. Alors, en tout cas, nous concernant, il y a un vrai regard de complémentarité. Chacun ses missions. Moi, je veux pas... là, il y a un débat sur les missions supplémentaires, qu'on ait des outils supplémentaires, oui. Qu'on ait des missions supplémentaires, si c'est pour judiciariser le travail de la police municipale, qui deviennent sous l'autorité du parquet, et donc en fait on paye les agents de l'État, non, c'est pas intéressant. Oui. En revanche, avoir des missions supplémentaires, avoir des outils supplémentaires, c'est des choses qui sont intéressantes, évidemment.
Et puis c'est une source de renseignement formidable d'avoir une police municipale qui, comme vous le dites très justement, elle, ayant sa connaissance non seulement du terrain, mais aussi d'un certain nombre d'habitants, qui sont des relais, des signaux pour faire remonter des informations, commencer à les traiter, et ça permet à la police nationale, quand elle se saisit d'un dossier ou d'un problème, d'avoir une base d'informations qui lui permet d'être opérationnelle beaucoup plus rapidement. Il y a une véritable complémentarité que l'on retrouve aussi dans les grandes gares parisiennes, où les réseaux de vigiles qui remontent au réseau de police de protection de la SNCF, qui font état à la police locale. Maintenant, oui, il y a une véritable synergie sécuritaire. C'est comme ça que M. Pellico s'est fait attraper d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, c'est important. Il s'est fait attraper grâce à un agent de sécurité dans un supermarché, tout à fait. Samuel Botton, juste une petite question quand même. Le gouvernement, il a adopté le 11 février 2025 un amendement qui à la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui a reconduit la vidéosurveillance algorithmique jusqu'en 2027. Qu'est-ce que vous en pensez de cette surveillance prolongée, justement ? C'est une très bonne chose et ça recoupe justement la question que je voulais poser à Monsieur Melki, à savoir est-ce que vous avez une tendance sur l'état justement de la criminalité dans votre commune, entre avant l'installation des vidéosurveillances, le fait que vous en ayez installé plusieurs, et aujourd'hui, à quel point vous en êtes justement sur ces chiffres-là ? Quand on a construit notre police municipale telle qu'on l'a aujourd'hui, dans les années 2013-2014. Donc on avait une police municipale qui était moins performante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, parce que nous n'avions pas les sujets que connaît la société, que traverse la société actuellement. Et on a vu ce virage et on l'a suivi, donc c'est là qu'on a développé massivement les outils. On avait des agressions de voies publiques, on n'en a plus. On avait alors les cambriolages, tout ça malheureusement c'est des faits de société on pourra en parler, mais c'est malheureusement pas la police municipale. Exactement. Ouais. En revanche, on a plus ces sujets-là. Les phénomènes de rixes, on en a très peu. Ce qu'on a, c'est une délinquance qui vient parfois de l'extérieur. Qui ne connaît pas la police municipale de Franconville, elle est là de 7h à 2h du matin. Mais le sujet, c'était l'armement. Faut-il armer ou pas ? Je vous invite à regarder. 58% des policiers municipaux en France sont armés. Oui, quand même, mais c'est un chiffre à connaître. Regardez les grandes villes où les policiers ne sont pas armés. Regardez Paris, regardez l'état de la délinquance à Paris, regardez Lyon, regardez Grenoble. Je crois que le maire de Bordeaux maintenant a fait volte-face. Est-ce que vous pensez que si la police était armée à Paris, il y aurait moins de délinquance objectivement ? Je pense que si la police municipale était armée à Paris, on aurait beaucoup de problèmes dans nos villes de banlieue parce que beaucoup de policiers aguerris voudraient aller travailler à Paris. D'accord. Et donc il y aurait. Finalement, c'est une bonne chose qu'ils soient pas armés. J'irai pas jusque là, mais en tout cas, si on pouvait faire, non, parce qu'il y a énormément de postes vacants de policiers municipaux. Emmanuel Abramovitch. Un petit commentaire rapide. Je voudrais rappeler que si la police municipale de Paris avait été armée en 2015, eh bien, il y a peut-être quelques terroristes qui auraient pu être abattus plus tôt. Mais la question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Quelle est pour vous la vertu, s'il y en a une, à la reconnaissance faciale qui marche en software, en appui aux caméras de surveillance? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Comment est-ce que ça pourrait vous aider de voir, par exemple, arriver justement des fichiers S ou des gens qui sont dans les fichiers de la police et savoir qu'ils arrivent dans votre ville? Est-ce que ce serait d'une utilité ou pas du tout? Tout dépend des moyens qu'on a après. Moi, si c'est savoir pour savoir et que j'ai pas le droit d'en parler, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, si vous voulez, des nouveaux outils qu'on pourrait avoir sur la police municipale, c'est du temps. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a un contrôle routier qui est fait et qu'il y a un défaut d'assurance qui est reconnu ou constaté par un agent, il faut emmener la personne au poste de police nationale. Parce qu'ils ne peuvent pas le traiter. Parce qu'ils peuvent pas le traiter. Bon, ça c'est un peu stupide quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les villes dont dépendent le commissariat font la même chose, plus les arrestations, et donc les pauvres agents de police nationale se retrouvent avec des pavés entiers de paperasse qu'ils ne peuvent pas traiter. Et donc il y a une fluidité qu'il faut avoir. Donc la reconnaissance faciale. Et si déjà on pouvait utiliser les drones, des drones pour surveiller un peu les dealers sans qu'ils aient à nous repérer, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, la police ne peut pas aller sans être repérée ni surveillée. Donc si on pouvait déjà utiliser des drones, ça serait une grande avancée. Ce qui vous ennuie, si je comprends bien, c'est pas le fait d'utiliser la reconnaissance faciale, c'est ce que l'on fait une fois que l'on a obtenu un résultat. C'est ça, la police municipale, elle connaît ses individus, donc... Okay. Merci beaucoup, messieurs. C'était bien intéressant. Xavier Melki, je rappelle que vous êtes maire LR de Franconville. Merci d'être venu participer dans le Val d'Oise aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, messieurs Samuel Botton et Emmanuel Abramovitch, vous restez avec nous. Et puis tout de suite, qu'est-ce qui se passe, Le Tour de France. Le Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct.
Le Tour de France avec la 3e étape direction aujourd'hui Dunkerque. C'est la 3e journée dans le Nord. Les 82 rescapés relient aujourd'hui donc Valenciennes à Dunkerque, 178 km 300. Alors c'est une étape historique puisque ça faisait bien longtemps, Judith, que une course était arrivée en retard. Ça flâne sur les routes. Tenez-vous bien. Maintenant ça fonce. On arrive le dernier kilomètre avec Vincent Barthaud, l'ancien maillot jaune du Tour de France. Vincent Barthaud, le dernier sprint sans le maillot vert, Jasper Philipsen, qui a abandonné lors du sprint intermédiaire, blessé gravement à 60 km de l'arrivée. C'est l'arrivée maintenant des sprinteurs. Oui, effectivement, le fait du jour aujourd'hui avec justement cette chute de Philipsen qui a malheureusement dû abandonner sur un sprint bonification. Il y a aujourd'hui beaucoup de chutes, hein, Fred, sur cette étape. On vient de voir tout à l'heure aussi Evenepoel qui a été pris dans une chute, mais c'est encore un final assez attelant. Beaucoup de coureurs et beaucoup d'équipes ont la pression. On essaye de sprinter pour Wout van Aert, on essaye de sprinter pour Milan. Nous sommes à quelques kilomètres maintenant, 500 mètres de l'arrivée. C'est vraiment une étape où Van der Poel, on peut le confirmer, va garder son maillot jaune. Il est sûr de repartir en jaune demain. Le sprint et un gros travail des hommes de Jonathan Milan pour la Linol Trek, l'Italien qui est favori de ce sprint. Encore une chute. Ah oui, mais vous allez la voir un petit peu après parce que voilà, mais une chute. Ouais, oui, effectivement. Milan avec Tim Merlier. Alors allons-y, donc le sprint est lancé, vous y êtes Vincent. Oui, c'est parti. Victoire de normalement de Jonathan Milan, peut-être devant Tim Merlier, c'est vraiment très très serré. On a eu une chute encore à 300 mètres de l'arrivée, c'est incroyable. Vous savez, tous les coureurs sont nerveux, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui vont arriver au sprint et effectivement tous les équipiers veulent faire au mieux pour leurs sprinteurs, mais encore une fois, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ouais, alors effectivement, je pense que c'est le sprinter français Groupama FDJ Paul Penouet qui est tombé, donc victoire a priori de Tim Merlier devant Jonathan Milan et Phil Bauhaus, l'allemand, en 3e position, hein. Voilà pour le classement. Énormément de chutes, a priori c'est sans gravité pour Evenepoel. Vous avez plus d'infos ou pas, Vincent Barthaud? Alors on n'a pas plus d'infos, effectivement, on confirme avec victoire de Tim Merlier, vous avez raison, d'un demi-boyau sur Jonathan Milan. Quant à Evenepoel, non, il est reparti. Oui, il est reparti. Ouais. Tranquillement, il faut savoir que quand on chute dans les 5 derniers kilomètres, on a le même temps que le vainqueur. Ouais, avec 2 Français a priori qui sont allés au sol dans le sprint, et Brian Cocard et Paul Penouet. C'est vraiment les Français la maudit sur ce sprint. Et Arnaud Delis, le sprinter de l'équipe Lotto, a chuté évidemment aussi. Le Belge. Merci Vincent Barthaud. Vincent. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, juste avant la coupure, une info de dernière minute pour vous important. On a évoqué il y a quelques instants dans les 3 mots les incendies en cours. Il y en a un qui est en cours dans l'Aude, qui est hors de contrôle, Albin. Oui, en l'espace de 2 heures, près de 450 hectares ont été brûlés. Il y a 350 sapeurs-pompiers engagés. C'est au niveau de Narbonne. L'autoroute A9 a été coupée, comme ça a été le cas samedi. Donc faites attention si vous passez. Et 450 hectares brûlés, c'est énorme. 450 hectares. Ouais. Il est totalement hors de contrôle et de nombreux moyens aériens sont mis actuellement en avant pour essayer de prendre en charge cet incendie. Faites bien attention si vous êtes dans la région, hein. Allez, Sud Radio, vous le savez, c'est là où chaque parole compte et chaque appel aussi. Si vous voulez jouer, si vous voulez réagir à ce que vous entendez, vous nous appelez au 0826 300 300. On joue dans un instant. On va jouer dans un instant. Bientôt notre gagnant, vous n'hésitez pas, c'était le 28e. Et le quiz musical. Appel. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah ça compte pour vous. Eh oui, attention. Moi, je voulais quand même dire qu'on a Aude au standard. Hein. Voilà. Oui. Et Aude au standard qui est avec Jean-François, parce que Jean-François, notre auditeur fil rouge, va participer avec nous au jeu. Voilà, c'est dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, vous voyez ce moment où vous êtes sous la douche et vous réalisez que votre shampoing Elseve est fini? Ah oui, ça c'est dur. Eh ben c'est moi, juste maintenant. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, séchez-vous vite et passez nous voir. Du 1er au 12 juillet chez Leclerc, pour l'achat d'un shampoing Color Vive Elseve L'Oréal Paris, le deuxième est à moins 80%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Offre également disponible en click and collect. Sud Radio Aurillac 101. Sud Radio Carrefour. Quand vous me dites, vous auriez un bon plan pour la rentrée ?
Oui, pour une rentrée des classes à petit prix, avec votre club Carrefour, cagnotez 70% d'économie sur le pack de 4 stylos Roller Friction Ball Pilote qui revient à 1,74 €. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 20 juillet chez Carrefour, Carrefour Market et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Et payez 5,80 €, encre thermosensible effaçable pointe moyenne, détail sur carrefour.fr. Avec Plénitude, réinventer le quotidien pour mieux consommer l'énergie, ce n'est pas qu'une simple idée. C'est choisir un fournisseur d'énergie avec un prix du kilowattheure hors taxe de l'électricité 15% inférieur au tarif réglementé en souscrivant à l'offre Plénifix 1 an électricité. Et recevez un bon d'achat Fnac de 100 € avec le code Pléniculture en appelant vite le 3294. Service gratuit plus prix d'un appel ou sur eniplénitude.fr. Offre disponible jusqu'au 13 juillet, réservée aux 900 premières souscriptions. Détails sur eniplénitude.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Nord-Auto. On va faire 300 bornes avec ton ventilo branché sur l'allume-cigare ? Mais non, t'inquiète, on va aller chez Nord-Auto. L'entretien climatisation est à 64,95 €. 64,95 €? C'est pas vrai. Et si c'est vrai, chez Nord-Auto, l'entretien climatisation sans limite de gaz est à partir de 64,95 € pour tous les véhicules avant 2013. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay mars 2024, tarif valable avec le gaz R134A. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. On est bien sur Sud Radio avec vous, les vraies voix de l'été. C'est en compagnie ce soir de Samuel Botton, qui est expert en communication chez Step Conseil. Et Emmanuel Abramovitz, évidemment, du bureau de vérification de l'antisémitisme. De vigilance. Oui, je me disais bien que j'étais pas dans le bon ordre. Enfin, je crois qu'il y a une espèce de blind test qui arrive, c'est ça. On joue, c'est parti. Écoutez, merci, ça c'est ce qu'on appelle. Alors j'avais une petite phrase de lancement dont je suis très fière quand même. Ouais. Ici on fait pas de bruit pour rien, on fait du bruit pour de vrai. Voilà. Voilà. Je rappelle le principe, puisque Judith, vous nous le confirmez, on a Jean-François. Il paraît. Jean-François de Béziers, vous êtes là ? Ouais, je suis là. Vous avez bien composé le 0826 300 300, Jean-François. Ou alors on vous a rappelé surtout, quoi, parce que bon, alors le principe de notre quiz musical, bon, rien de nouveau par rapport à ce qu'on fait habituellement à chaque fois. Simplement, vous êtes 3 sur cette formule. Donc, vous, Jean-François, vous affrontez et Samuel Botton et Emmanuel Abramovitz. Vous allez chacun avoir un extrait. Chacun, vous en aurez 3, mais chacun répond à son tour. Et le premier à répondre, ça sera Jean-François, puis ensuite... Mais pourquoi c'est pas le premier qui... Non, parce que sinon ça va être la cacophonie. Voilà. Bon. Donc c'est pour Jean-François maintenant tout de suite. On y va. Judith ? Alors là, je peux pas répondre. Bachouille, il a répondu. Ça fait 1-0 pour Jean-François. Bon. Alors maintenant, c'est moi qui suis en première position. Maintenant, c'est au tour de Samuel. Je sais pas, c'est des nouvelles règles que je connaissais pas non plus. C'est au tour de Samuel Botton. Musique number 2. Qui chante ça ? Et j'ai crié. Samuel. Je l'ai, moi. Je l'ai. 1 fois, 2 fois. Je suis là. 3 fois, vous ne l'avez pas. Vous pouvez répondre. Christophe. C'est plus rapide, Emmanuel Abramovitz qui prend 1 point. C'est au tour d'Emmanuel Abramovitz maintenant qui chante ça. Dave. Après le premier tour, ça fait 1 point pour Jean-François, 2 pour Emmanuel, 0 pour Samuel. Allez, encore une, c'est parti. Pour Jean-François. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Est-ce que vous l'avez, Jean-François ? Platine Bertrand. Non, pas du tout. Qui a la réponse ? Samuel Emmanuel, vous l'avez ? Le titre, c'est Aurélie n'a que 16 ans. Oui. Et l'artiste, malheureusement, a sombré aux oubliettes, mais il a fait un remix il n'y a pas longtemps. Vous ne l'avez pas ? Raconter la vie d'Aurélie. C'était c'était Colonel Riel. Colonel Riel. Voilà. Vous ne l'avez pas. C'est au tour de Samuel Botton maintenant. Qui chante ça ? Vous m'aimez pas beaucoup aujourd'hui, Fred. Vous ne l'avez pas ? Non, je l'ai pas. Je l'ai. Jean-François Emmanuel ? Catherine Lara. Ça fait 3 points pour Emmanuel. Jean-François, vous l'aviez ? Non ? Bravo, j'aurais pas trouvé, moi. Non. C'est juste une question d'oreille. J'ai horreur de cette chanteuse. Emmanuel, qui chante ça ? T'en fais pas, Lucie. Déménage, c'est peut-être ta région. Barbara. Emmanuel, 4 points. Attention, c'est le dernier tour. Il faut cartonner pour essayer de rattraper. Jean-François, vous êtes en 2e position. Qui chante ça, Jean-François ? Je m'appelle Nathan.
Jean-François? Calogero. Oui, Calogero. Ça vous fait 2 points. Si vous allez piquer les 2 autres points, c'est encore jouable. Samuel Botton, qui chante ça? Nini, la chance, on m'a toujours appelé comme ça. Vous allez nous faire Fanny, Samuel Botton? Je passerai sous la table. Jean-François, vous l'avez? Arletty? Non, Annie Cordy. Annie Cordy, il est exceptionnel. C'est Emmanuel Abramovitch. Bah oui. Allez, le dernier pour l'honneur et qui va célébrer la victoire d'Emmanuel Abramovitch. Qui chante ça? Petit, faut pas craquer. Maxime Le Forestier. Non. Jean-François, vous l'avez, Emmanuel? Samuel? Jean-François? Yves Duteil? Non. Il s'appelle Bernard. Ah, Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers. Victoire d'Emmanuel Abramovitch devant Jean-François deuxième et Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment pas ma période. Pourtant, j'en ai gagné un. Bah, je sais bien. Mais là, c'était pas mon genre. Bravo Jean-François, deuxième. Hein. Bravo. Merci. Allez, si vous voulez jouer, chers auditeurs, vous le savez, 0826 300 300, vous pouvez jouer, nous appeler, dire des coups de gueule, des coups de cœur, on est là. Et puis Sud Radio, c'est là où l'info ne prend pas de vacances. Les infos, c'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ma mère a dit que je suis trop sur les écrans, mais elle est trop sur son téléphone. La mienne, pareil. Au feu rouge, elle like les photos de ses copines. Bah moi, mon père, il envoie des messages même quand il conduit. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni messages, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Alors, elle te plaît ma nouvelle cuisine? Du Made in France? Tu te mets bien? T'as eu une prime? Non, je sais, tu l'as eu d'occasion. Le Made in France pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. So Cook, des cuisinistes pas comme les autres. Et si vous n'y croyez toujours pas, rendez-vous en magasin pour découvrir notre nouvelle cuisine Smart à 2816 €. Voir conditions sur socook.com. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, j'ai plus de jus. Et moi, j'en pulpe plus. En ce moment, le kilo de nectarine est à 2,99 € au lieu de 3,99 € avec l'appli Lidl Plus. Moins 25% avec Lidl Plus. Et Origine France, hein, on est mal. Avec la garantie satisfait ou remboursé, Lidl vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait de la fraîcheur des fruits et légumes. 2,99 € le kilo avec Lidl Plus. Catégorie 1, variété chair jaune ou blanche, calibre 67-73, Origine France. Offre valable jusqu'au 9 juillet. Plus d'informations sur Lidl.fr. Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 € par mois sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat finale 19 912,86 €. Exemple d'offre pour une Mini électrique édition Camden d'occasion. LOA 36 mois réservé aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre 2025 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. 4 jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, la cuisine, la maison et plus encore. De quoi vous sentir moins... et bien plus comme... devenez une vraie star. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant. 18h passées de 1 minute sur Sud Radio. Parlons vrai. Le journal avec vous, Elsa Ruot. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. C'est une affaire devenue emblématique de l'habitat indigne à Marseille. La justice a rendu son jugement après l'effondrement de la rue d'Aubagne. On entendra la réaction d'une partie civile. L'espoir d'une pause dans la guerre à Gaza, négociations en cours à Doha et pression des États-Unis sur Israël. Donald Trump reçoit tout à l'heure Benjamin Netanyahou. Et puis un nouvel outil pour lutter contre les MST. Des kits de dépistage peuvent maintenant être envoyés directement à domicile et on en parle à la fin de cette édition. Mais d'abord la mort d'Olivier Marleix, on l'a appris tout à l'heure, le député LR d'Eure-et-Loir est décédé à 54 ans. Il a mis fin à ses jours, il avait été président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, de nombreuses personnalités politiques, de Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen lui rendent hommage. Une minute de silence vient aussi d'être observée à l'Assemblée nationale. 6 ans après le drame, la décision de la justice après le procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne. 3 copropriétaires condamnés aujourd'hui à des peines de prison ferme.
Un adjoint à la mairie écope de 2 ans de prison avec sursis. En 2018, 8 personnes sont mortes dans l'effondrement de 2 immeubles à Marseille. Et la justice reconnaît donc la responsabilité des acteurs du logement dans ce dossier. Une décision qui satisfait le directeur régional de la Fondation pour le logement des défavorisés, Francis Verned, partie civile dans ce procès. On avait le souhait que les gros organismes et les personnes vraiment charnières du système, entre guillemets, rue d'Aubagne, soient reconnus coupables. Et on considère que c'est le cas. Il y a eu des reconnaissances de culpabilité et on s'était porté partie civile pour que ce procès puisse marquer le fait que des personnes ou des organismes ont une responsabilité dans cet effondrement en 2018. On aurait souhaité également que du côté des copropriétaires, qu'il y ait une reconnaissance de culpabilité. Ce procès a permis de décortiquer la complexité de la chaîne de responsabilité de l'habitat indigne dans le cas de la rue d'Aubagne. Les copropriétaires avaient quelque chose supposément à dire et à faire faire. Ça, pour nous, c'était pas non plus acceptable. Et sur les 16 accusés de ce dossier, 6 ont été relaxés. 3 anciens ministres ont finalement obtenu un non-lieu de la Cour de justice de la République. Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe étaient mis en cause pour leur gestion de l'épidémie de Covid. Le parquet avait déjà requis un non-lieu général dans ce dossier. Des incendies dans les départements les plus à risque aujourd'hui, alors que les Bouches-du-Rhône, le Var et l'Aude sont en vigilance rouge feu de forêt. Plusieurs feux se sont déclarés à Marseille, à Fréjus et près de Narbonne, où plus de 200 hectares ont brûlé cet après-midi dans un domaine viticole, précise la préfecture de l'Aude. Peut-être bientôt un cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump évoque de bonnes chances d'y parvenir cette semaine, alors qu'il reçoit ce soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Dans le même temps, des négociations sont en cours au Qatar pour parvenir à une trêve entre Israël et le Hamas. Et selon Frédéric Ancel, expert en géopolitique, les États-Unis comme les autorités israéliennes y ont tout intérêt. On a quand même un nord de la boussole avec Trump. Il veut récupérer de l'argent. Et il considère qu'au Proche et au Moyen-Orient, les États-Unis ont beaucoup trop donné. Il souhaite la paix dans la région, pas tellement par humanisme, mais parce que, encore une fois, il considère qu'il doit pouvoir obtenir de très importantes opportunités économiques. Maintenant, pour Netanyahou, il s'agit de profiter d'un rapport de force beaucoup plus favorable qu'il y a 2 ans avant le grand massacre du Hamas le 7 octobre. Netanyahou souhaiterait élargir les accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite et mettre fin à la guerre à Gaza, mais à son avantage, avec un Hamas qui sera totalement démilitarisé à court moyen terme. Et la proposition de cessez-le-feu en discussion prévoit une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages israéliens. On en vient à cette nouveauté en France, des kits de dépistage des IST gratuits pour les 18-25 ans. Ils viennent d'être lancés par l'assurance maladie pour répondre à la hausse des cas d'infections sexuellement transmissibles. Selon une étude du syndicat national des dermatologues vénérologues, tous les indicateurs de connaissance sont en baisse depuis 2016, notamment sur les modes de transmission ou encore de protection. Des données préoccupantes selon le docteur Roland Virabin, membre du SNDV. C'est inquiétant dans la mesure où ça se traduit en termes de morbidité dans la population. Il y a une relative, je dirais, stabilité pour ce qui concerne le VIH. Et par contre, toutes les autres infections, en particulier les infections que j'appelle bactériennes, sont en augmentation très nette. Parce que on s'est un peu focalisé sur le VIH justement. On a mis au point une prophylaxie par des comprimés vis-à-vis du VIH, mais ce traitement préventif n'a pas d'action sur les autres infections sexuellement transmissibles. De là, on abandonne le préservatif et on a une augmentation de l'infection. Enfin, il a sauvé 6 personnes des flammes à Paris vendredi dernier. Fouseynou Cissé va être décoré pour acte de courage et de dévouement, annonce le ministère de l'Intérieur. Perché sur une corniche au 6e étage d'un immeuble du 18e arrondissement, ce voisin avait récupéré par la fenêtre 6 occupants du logement en feu, dont 2 enfants et 2 bébés. Et c'est la fin de ce journal sur Sud Radio. Très bonne fin de journée. Merci Elsa Ruot. La météo Sud Radio. Avec Matoc, l'affineur de fromage des Pyrénées, fier de fêter avec vous cette année 75 ans de passion, de goût et de savoir-faire. Iria André, le temps, quel est-il ? Eh bien, cet après-midi encore, la météo est toujours perturbée, en tout cas sur l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et surtout le Grand Est, où des averses parfois orageuses sont toujours en cours. Au nord-ouest, le ciel commence petit à petit à se dégager et annonce une belle accalmie pour demain. Puis sur la moitié sud, le temps reste en grande partie nuageux, alors qu'autour de la Méditerranée, eh bien, le soleil domine encore très largement. Merci Iria, c'est mieux quand le micro y marche.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous C'est parti pour l'été. Ah oui, en plus, parce qu'on a joué tout à l'heure. Bah oui, vous aviez oublié? Non, j'avais pas oublié, j'attendais. La blondeur, hein. Le 28e appel, c'était ça. Et c'est Franck qui nous appelle de l'Ariège. Franck, vous avez appelé au 0826 300 300 et vous êtes gagnant. Oui, c'est... Bravo. Oui, je suis content. Vous êtes du genre à gagner souvent ou pas? Ça m'arrive de gagner, mais pas souvent, non. Bah comme quoi, il faut écouter Sud Radio. Voilà, alors, je rappelle ce que vous gagnez quand même. Hein. Vous allez gagner soit, alors peut-être tout d'ailleurs, un pack Lexon, hein, des bubble lamps. C'est une lumière très belle et apaisante. Moi, j'aime bien ça pour notre studio, c'est pas mal. Ça, on a compris. Hein, que vous aviez envie d'avoir une lumière apaisante dans le studio. On se demande pourquoi. C'est moi qui vous fais cet effet-là. Mon Dieu. Et puis, il y a aussi des radios Tico, hein, des enceintes Bluetooth Minoté Compact. Enfin, tout ça est parfait pour écouter Sud Radio, bien évidemment. C'est bien, je suis super content. Bon, vous aurez un beau cadeau en tout cas. Voilà. Merci. Merci à vous de nous écouter. Merci. Et bonne soirée. Merci Franck. Allez, 0826 300 300, qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? Il est 18h09 sur Sud Radio, c'est le répondeur. Oui, bonjour, c'est Franck de Toulouse. Je voulais intervenir sur les grèves des contrôleurs aériens. Donc moi j'ai travaillé pendant 25 ans dans le tourisme, donc j'étais au contact de ces gens-là. À mon avis, il est simple, puisqu'ils veulent absolument qu'on se compare avec les contrôleurs aériens à l'échelle européenne, donc rentrer dans une logique européenne, faisons en sorte que le droit de grève réponde à une logique européenne. Voilà, je dis ça, j'ai rien dit, mais bon, à un moment, il faut arrêter le foutage de gueule. Ah, ça, c'est clair, hein. C'est un débat qui vous inspire, Judith, moi aussi. J'ai envie de dire 2-3 trucs avant que vous présentiez les vraies voix, ou vous voulez les présenter? On redit juste, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, est avec nous. Et puis Emmanuel Abramovitz, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gourion. Cette fois-ci, je l'ai bien descendu. Absolument. Bravo. Alors, je voudrais donner quelques chiffres. Un contrôleur aérien, quand il commence sa carrière, il est à 4 000 €. En milieu de carrière, il est à 7 000. En fin de carrière, il est à 9 000 €. Il travaille 32 heures par semaine et il prend sa retraite à 50 ans. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je vous ai senti motivé par l'appel de notre auditeur. En otage la pauvre personne qui gagne le SMIC et qui a réservé son voyage depuis 6 mois pour pouvoir envoyer ses enfants ou emmener ses enfants en vacances. Et il a aussi économisé toute l'année. Voilà. Alors, rappelons ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu on a évité de peu un accident à Bordeaux, tout simplement parce qu'il y avait une négligence. Donc, les autorités ont décidé de renforcer le contrôle du positionnement de chacun de ces agents, parce que, et là c'est une information en off, mais que je vous donne, certains, comme ils ne travaillent que 32 heures, ont un autre travail et passent leur carte badge pour permettre à des intermittents de venir travailler, et ils s'arrangent comme ça. C'est une information de source sûre. C'est une information de source sûre, c'est surtout une faute grave. Voilà. Et donc, il a été mis en place ces intérimaires, ces contrôles, et contre ces contrôles, il y a grève. Bon, c'est difficile de les défendre, mais vous allez le faire, Samuel Botton, non? Je vais pas le faire, mais c'est ce que je disais il y a quelques jours, c'est-à-dire on découvre ce qu'est le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est un levier de pression sur le peuple pour obtenir ce qu'on veut. En l'occurrence, vous avez des contrôleurs aériens qui veulent revenir, ce que disait l'auditeur très justement, à hauteur des standards des contrôleurs aériens dans toute l'Europe, parce qu'il faut le savoir, dans l'aviation, il y a beaucoup de législation européenne qui rentre en place, donc forcément c'est sur ce terrain que ça se joue. Et puis après, bon, on a l'habitude, que ce soit la SNCF sur les périodes de fêtes de fin d'année ou les contrôleurs aériens 2 à 3 fois par an, on sait qu'on doit composer avec ça. Après, bon, faire un état des lieux de leur rémunération, leur temps de travail, je suis pas sûr que ce soit ça qui nous permette de trouver la solution finale. Emmanuel Abramovitch, rapidement. Alors, pas du tout d'accord, du tout pas, non. Pourquoi? Parce que je voudrais pousser un grand cri et dire stop à la prise d'otage des biens qui appartiennent à l'État et ou aux entreprises privées.
par les grévistes. Vous voulez faire grève, ça vous regarde personnellement et vous n'avez pas à prendre en otage ni le matériel qui appartient à l'entreprise ou qu'elle s'appelle SNCF ou Air France, ni empêcher ceux qui veulent travailler d'aller travailler et ni prendre en otage ceux qui ont économisé pendant toute l'année pour se payer un billet de train ou un billet d'avion. Mais faire valoir vos droits quand même. Alors le droit de grève, je n'y touche pas, mais l'inaction des politiques qui sont pas capables d'envoyer des huissiers pour voir qui bloque les entrepôts de la SNCF, par exemple, ça suffit. Emmanuel, à partir du moment où il y a préavis de grève, Ouais. Je répète, parce que manifestement je m'exprime mal, mais c'est aussi parce que c'est une nouveauté. Oui, on voulait vous en parler. Oui, justement. Alors je vais répéter parce que c'est très important, puis j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Je ne touche pas au droit de grève. Bien sûr. J'interdis, j'interdis absolument le blocage des biens qui appartiennent à l'entreprise ou à l'administration. Ça change tout. Voilà, vous l'aurez compris, sur Sud Radio, on ne prend pas de gants, hein, mais on tend le micro, n'est-ce pas? Vous pouvez nous appeler pour réagir aux 0826 300 300. J'en perds mes mots d'ailleurs. Sujet initié par nos auditeurs. Voilà. Faites-le, hein, 0826 300 300. Ouais, et allez, à tout de suite, il y a l'info en plus dans un instant, et puis il y aura l'œil du Tour de France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bureau Vallée. C'est quoi ce sourire béat là? Tu prépares tes vacances? Non, ma rentrée des classes et celle des enfants. Genre, chez Bureau Vallée, les marques sont à prix fou. Trop bien! Chez Bureau Vallée, jusqu'au 19 juillet, le cahier 24 par 32 cm du haut, 96 pages, grand carreau, 2 pochettes intégrées, coloris vif au pastel, est à 5,38 € le lot de 3 ou 2,69 € vendu seul. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Panachage de couleurs possibles uniquement en magasin. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Sud Radio Périgueux. 104.9. Sud Radio. À tous ceux dont le quotidien ressemble à un petit nuage d'amour, entouré d'une bulle de bienveillance et de respect. C'est super en attendant à tous les autres qui trouvent que le quotidien, c'est pas assez bien pour être cher. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas, comme le paquet d'emmental râpé 200 grammes pâturage, une marque Intermarché, à 1,65 € seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère, soit 8,25 € le kilo, transformé en France. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Brico Dépôt, il y a du prix dépôt. Donc comme en ce moment je cherche une idée pour mon sol, alors je passe chez Brico Dépôt. Je me gare devant le Brico Dépôt. J'entre dans le Brico Dépôt et là, bing, tu tombes sur le sol stratifié Cobert haute résistance adapté au passage fréquent et à tous les styles pour seulement 5,89 € le mètre carré, soit 14,12 € la botte. Et là, bing, tu sautes sur l'occasion parce qu'il n'y a que 15 790 pièces pour toute la France. Tu peux voir les conditions sur le site et en dépôt. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Brico Dépôt. Wow. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. 4 jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, la cuisine, la maison et plus encore. De quoi vous sentir moins... et bien plus comme... devenez une vraie star. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix ce soir avec un duo, ça sera le principe cet été avec Judith Belair. Nous accueillerons 2 vraies voix pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Et ça discute en antenne. Je peux vous le dire. D'un côté Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. D'un autre côté Emmanuel Abramovitz, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme. C'est la gauche et la droite. Allez, on vous laisse trouver qui est... L'info en plus, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. L'info en plus, Albin Texera, aujourd'hui un témoignage poignant sur la saturation des hôpitaux en France. Oui, on en parle souvent de tensions hospitalières et pour cause, le temps d'attente aux urgences atteint aujourd'hui 3 heures en moyenne, soit 45 minutes de plus qu'il y a 10 ans, en grande partie à cause des difficultés d'accès aux médecins en ville. Et cette réalité, Karen Autobury, 51 ans, l'a vécue de plein fouet. Elle est aujourd'hui avec nous au téléphone. Bonjour Karen. Bonjour. Bonjour. Alors il y a une dizaine de jours, vous vous rendez aux urgences de Fontainebleau. L'attente est interminable. Vous êtes en urgence chirurgicale. Et à un moment, vous avez même pensé, je vais mourir ici, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, en effet. J'ai subi une éviscération dans la nuit du 26 juin. Donc mes fils m'ont sauvée en appelant le SAMU
Les pompiers ont mis pratiquement une vingtaine de minutes à arriver. Donc l'éviscération, il faut savoir que c'est l'expulsion de l'intestin grêle par voie basse. Donc c'est très impressionnant et très douloureux. Suite à quoi je suis arrivée dans une petite salle via les pompiers à l'hôpital de Fontainebleau. Une infirmière a tenté de me rassurer tant bien que mal, mais dans la douleur insupportable. Et puis surtout la peur de ne pas savoir ce qui se passe. L'interne est arrivé pratiquement au bout de 45, peut-être une heure. Ah oui. Et avant ma prise en charge au bloc, parce qu'il y a tout un protocole, bien sûr, à faire avant. J'ai été opérée à 5 heures. Alors que vous êtes parti de chez vous à entre 22h30 et 23h. Donc on va dire 7 heures. 7 heures de prise en charge. Plus de 6 heures, voilà, plus de 6 heures, mais parce que l'interne a tenté de trouver, donc comme c'était un peu viscéral, l'interne a demandé donc à un service, au service viscéral de me prendre en charge, qui a refusé. Alors je ne sais pas, moi j'ai entendu au téléphone, je ne sais pas si c'est Fontainebleau ou Melun. Suite à quoi, la chef de service, que je remercie grandement, et toute l'équipe médicale qui m'a sauvé la vie dans cette nuit, a donné son autorisation pour opérer en urgence. Donc le docteur Gana m'a pris tout de suite en urgence chirurgicale, après un scanner. Donc il y a un scanner à faire. Il faut juste savoir qu'ils n'ont pas d'équipe, qu'ils n'ont pas de personnel, qu'il y avait d'autres urgences que moi. Il y avait des césariennes en même temps. Donc les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc en fait, c'est ça le problème. Il y a trop de personnes qui viennent à l'hôpital et il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas assez de personnel. Okay. Il n'y a pas assez de personnel pour gérer des urgences. Là, je pouvais plus bouger. J'étais paralysée de l'abdomen avec des douleurs insoutenables. On ne pouvait pas me donner de médicaments puisque j'allais passer au bloc après, bien évidemment. On ne pouvait pas me déplacer ni me toucher. Ce sont mes fils qui m'ont transportée à bout de bras sur la table d'auscultation. Donc pas de personnel du tout. C'est fort quand même. Voilà. Dans une souffrance indescriptible et la peur, je me suis vraiment sentie partir. Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Bien évidemment, l'équipe me rassurait et je tire vraiment révérence à toute l'équipe médicale qui m'a prise en charge et qui m'a sauvée, notamment aux médecins, mais aussi aux infirmières qui ont été fabuleuses, avec une patience. Vraiment une passion pour leur travail, un courage, parce qu'elles travaillent dans des conditions vraiment très difficiles, avec peu de personnel. Il faut vraiment le vivre pour pouvoir Justement, ces conditions pas faciles, vous nous en avez fait part juste avant, parce que vous étiez en pleine période de canicule la semaine dernière. Et vous l'avez vécu. Pourtant, l'hôpital a été rénové en 2021. L'hôpital de Fontainebleau. Et vous avez constaté en fait qu'il n'est pas du tout aux normes, pas de climatisation. Vous avez dit en fait que vous avez même vécu un enfer dans votre chambre puisqu'il faisait en fait trop chaud, c'est ça ? J'ai vécu un cauchemar par la suite parce que ça a continué donc sur une occlusion. Donc avec vomissements donc j'étais dans le service obstétrique, donc le bâtiment réhabilité, le nouveau bâtiment. Il n'y a pas de clim du patient, pas de clim pour les infirmières. Donc on est dans des fours avec des grandes baies vitrées. Moi le volet de ma chambre était cassé. J'ai fait 2 chambres, les 2 chambres on avait des volets cassés, donc avec des grandes baies vitrées. Autant vous dire que le soleil qui reflète à plus de 40 sans air, c'est irrespirable. Surtout quand vous êtes perfusé en tas de vomir, mais sautait de mes veines tellement j'étais en déshydratation, sous la chaleur, donc tous les jours ils me reperfusaient. Il y a les frigos, il n'y a pas de frigo.
Donc voilà, mes parents m'apportaient des petites bouteilles fraîches le plus rapidement possible, mais on n'a pas de bouteille d'eau, on n'a pas de brumisateur mis à disposition. Donc c'est quand même un sujet sérieux, puisqu'on a beaucoup parlé des écoles la semaine dernière, mais même les hôpitaux ne sont pas en normes. D'ailleurs, vous avez rédigé une lettre ouverte adressée à Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé, qui avait lui-même inauguré ces rénovations à l'hôpital de Fontainebleau. On fera le suivi. Peut-être que dans ce rendez-vous, on demandera des comptes, justement. En plus, Karen Otto, j'ai le plaisir, moi, de vous recevoir demain entre 19h et 19h30, puisque je fais un spécial femmes et un spécial santé des femmes et accès aux soins. Donc, vous allez pouvoir revenir sur votre histoire on va de suivre, manière plus large. Voilà. Et merci pour votre témoignage et on compatit vraiment pour ce que vous avez vécu. On se demande où vont nos impôts. Voilà, on peut le dire aujourd'hui. On vous aurait bien fait faire un petit tour de table des voix, des vraies voix, mais qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? On retrouve le Tour de France. C'est l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Avec cette troisième étape du Tour de France et la dernière journée dans le Nord, donc les rescapés ont relié Valenciennes à Dunkerque, 178 km 300. Une étape marquée par la très grave chute du maillot vert, Jasper Philipsen, qui a abandonné, et par une arrivée au sprint remportée par Jonathan Milan, l'Italien, Tim Merlier, le Belge, devant Jonathan Milan, l'Italien, et Phil Bauhaus, l'Allemand. Encore une chute à l'arrivée. Pascal Chanteur, notre consultant, est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir à toutes et tous, et c'est dur de passer après la dame. Oui, effectivement, ça fait partie des témoignages forts. Alors bon, là aussi il y a un témoignage à apporter de votre part en tant qu'expert du Tour de France. Ça fait beaucoup ces chutes, Pascal Chanteur. Ça fait beaucoup. Dès qu'il y a des sprints, c'est par terre pratiquement. Écoutez, la journée a été plutôt calme du côté sportif. Mais en l'occurrence, c'est ce qui a provoqué aussi cette multitude de chutes, parce que les coureurs ont roulé relativement doucement et ils étaient pleins de jus dans le final, pleins de force et surtout très nerveux pour cette arrivée à Dunkerque. Et à partir de là, les chutes se sont succédées. La première avec Remco Evenepoel, et il faudra absolument suivre ce qui se passe et qu'il n'ait pas des... Bon, c'est un des favoris, mais pour l'instant, on n'a pas de bilan sur l'un des favoris du Tour de France, Remco Evenepoel. Non, pour l'instant, on n'a pas de bilan. Les chutes de Brian Cocard et Paul Penouet aussi dans le final. Deux Français, à 300 mètres de la ligne, c'est plutôt important parce qu'on avait de véritables chances avec Paul et Brian. Donc, on attend les conclusions du médecin. Bon, merci Pascal Chanteur. Chaque soir avec Pascal, Judith, on fera le point, on reviendra sur le fait du jour. Voilà. Et puis alors, chers auditrices, chers auditeurs, ne manquez pas les vraies voix du Tour de France. C'est avec vous, Frédéric. C'est tout à l'heure à partir de 19h jusqu'à 20h. Et alors, vous serez avec la légende Bernard Hinault, quand même, faut le dire. Et puis Christian Prudhomme, qui est directeur du Tour de France. C'est pas n'importe qui non plus. Et puis Pascal Chanteur nous accompagnera aussi. Une émission à ne pas manquer. Une vraie team, comme on aime sur Sud Radio. Et d'ailleurs, restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites, vous auriez un bon plan pour la rentrée ? Oui, pour une rentrée des classes à petit prix, avec votre club Carrefour, cagnotez 70% d'économie sur le pack de 4 stylos Roller Friction Ball Pilote qui revient à 1,74 €. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 20 juillet chez Carrefour, Carrefour Market et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Et payez 5,80 €, encre thermosensible effaçable pointe moyenne, détail sur carrefour.fr. Sud Radio Pau 102. Sud Radio. Avec Plénitude, réinventer le quotidien pour mieux consommer l'énergie, ce n'est pas qu'une simple idée. C'est choisir un fournisseur d'énergie avec un prix du kilowattheure hors taxe de l'électricité 15% inférieur au tarif réglementé en souscrivant à l'offre Plénifix 1 an électricité. Et recevez un bon d'achat Fnac de 100 € avec le code Pléniculture en appelant vite le 3294. Service gratuit plus prix d'un appel ou sur eniplénitude.fr. Offre disponible jusqu'au 13 juillet, réservée aux 900 premières souscriptions. Détails sur eniplénitude.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 € par mois, sans apport.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat finale, 19 912,86 €. Exemple d'offre pour une mini électrique édition Camden d'occasion. LOA 36 mois réservé aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre 2025 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Alors, elle te plaît ma nouvelle cuisine? Du Made in France? Tu te mets bien? T'as eu une prime? Non, je sais. Tu l'as eu d'occasion. Le Made in France pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. So Cook, des cuisinistes pas comme les autres. Et si vous n'y croyez toujours pas, rendez-vous en magasin pour découvrir notre nouvelle cuisine Smart à 2816 €. Voir conditions sur socook.com. Leclerc, bonjour. Oui, vous voyez ce moment où vous êtes sous la douche et vous réalisez que votre shampoing Elseve est fini? Ah oui, ça c'est dur. Eh ben c'est moi, juste maintenant. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, séchez-vous vite et passez nous voir. Du 1er au 12 juillet chez Leclerc, pour l'achat d'un shampoing Color Vive Elseve L'Oréal Paris, le deuxième est à moins 80%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Offre également disponible en click and collect. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes avec nos deux vraies voix, Samuel Botton et Emmanuel Abramovitz, que je vous confie, Judith Belair. Oui, tout à fait. C'est le tour de table des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Samuel Botton, vous allez nous parler du jugement des effondrements de la rue d'Aubagne qui est à Marseille, 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, long, et une journée qui était jour des effondrements assez particulière, on s'en souvient tous. Et surtout qui a au moins eu un mérite. Alors d'abord, c'est une tâche indélébile dans le bilan de Jean-Claude Gaudin, que ce soit la politique du logement qu'il a menée ou la réaction qu'il a eue ce jour-là. Et puis surtout, ça a permis pour la France de mettre en lumière la question du logement et du mal logement. Donc que le gouvernement Macron a essayé de s'emparer du mieux qu'il a pu au travers de Guillaume Kasbarian et d'autres. Malheureusement, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, on peut le dire, des condamnations qui semblent avoir satisfait les parties civiles et toujours la pensée des 8 personnes qui nous ont quittés et d'une ville qui a été meurtrie dans son sang et dans sa chair. Et le combat n'est pas fini. Il continue et le mal logement à Marseille, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique qui continue d'être portée aujourd'hui par le maire actuel Benoît Payan, mais je ne suis pas sûr qu'on en voit la fin à très court terme. Alors un petit rappel quand même, que le 5 novembre 2018, dans le quartier de Noailles à Marseille, il y a eu un premier bâtiment vide qui s'est écroulé, puis un second, et 8 personnes sont décédées. Il y a un troisième bâtiment qui sera ensuite démoli par précaution. Emmanuel Abramovitz, on se moque aussi du locataire, quoi. Il y a un moment où il faut sévir. Il y a des obligations légales. La France est le pays du contrôle. Et là, on est très étonné que, effectivement, toutes les autorités aient été défaillantes. J'ai du mal à penser que plusieurs immeubles se soient effondrés comme ça, sans signe annonciateur. Il y en a eu. S'il y en a eu, ils ont forcément été signalés. Donc là, il y a une défaillance de l'autorité de contrôle. Et je pense que les vrais coupables, au-delà des propriétaires des murs, ce sont aussi les autorités qui n'ont pas été capables de protéger les populations et donc de prendre au sérieux les remontées d'alerte. Alors dans les prévenus, vous avez un ancien adjoint au maire, un expert, un syndicaliste, des copropriétaires. Il y en a 3 qui ont été condamnés à de la prison ferme, 4 à du sursis et 6 qui ont été relaxés. Alors quand même des noms, vous avez Xavier Cachard qui était élu régional et propriétaire, avocat du syndic, condamné à 4 ans de prison. L'architecte expert Richard Carta, lui, 2 ans de prison avec sursis. Julien Ruas, qui était ancien adjoint au maire chargé de l'habitat insalubre également. Et puis Jean-François Valentin, le gestionnaire du syndic, 3 ans de prison avec sursis. Oui, donc voilà. C'est pas que les propriétaires, effectivement. C'est un peu tout le monde. Mais Samuel Botton, tout le monde le sait maintenant, vous êtes un incontournable, vous êtes de Marseille. Oui. C'est un peu lié au système marseillais ou pas? Je parle de l'époque, peut-être. Non, le système marseillais, il est complexe et il a évidemment évolué. Je pense qu'on a été réellement sur de la négligence. Emmanuel l'a dit très justement. Il y a des données qui sont remontées, il y a des rapports qui ont atterri sur le bureau des maires de secteur. Et pourtant, rien n'a été fait. Et à la limite, ok, ça passe encore. C'est les réactions qu'il y a eu après, le manque de sérieux. Et je vous le dis, là, j'aurais presque les larmes parce que ça a été une journée réellement dramatique dans l'histoire de la ville. C'est-à-dire,
aucun Marseillais n'est ressorti de la même manière après cet événement. Et ce qui a fait encore plus de mal, c'était de se dire qu'est-ce qui nous attend derrière, parce que des 63-65 rue d'Aubagne à Marseille, vous en avez des centaines. Donc la question qui nous hante aujourd'hui, c'est qui seront les prochains, comment est-ce qu'on peut pallier à ça, et surtout, à un moment, comment on redonne de l'éclat à la politique de logement de la ville. Mais attention, ça se transpose aussi à Paris, Strasbourg, où vous voulez, c'est une vraie problématique nationale. Emmanuel Abramovitch, votre tour de table, c'est les plaintes contre Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon qui sont systématiquement classées sans suite. C'est vrai que c'est bizarre. Voilà, c'est un classique, c'est-à-dire que quels que soient les propos tenus par ces élus, puisqu'ils sont élus, pour moi, ils font honte et déshonneur à l'écharpe tricolore et à tous ceux qui la portent, bien évidemment, mais ils sont élus, et donc je m'étonne que quand ils utilisent un vocabulaire nauséabond, guerrier, stigmatisant, qui incite à la haine, et que nous, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, nous saisissons la justice pour dire que la stigmatisation des Juifs de France que l'on intègre et que l'on amalgame à un conflit étranger qui est importé par ce même parti politique, trop, c'est trop. C'est pas parce que je suis français juif que je suis responsable de la politique d'un pays étranger. Sinon, ça veut dire que tous les Algériens de France, et je prends cet exemple à dessein, sont responsables de la prise d'otage dans ce moment de Boualem Sansal. Bien sûr que c'est totalement incohérent. Donc quand nous nous élevons, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et que nous nous adressons à la justice, comme le veut le droit, la règle, eh bien nous sommes systématiquement déboutés. Dans la majorité des cas d'ailleurs, les refus de tenir compte de nos plaintes ne sont pas motivés. Et quand nous insistons, on nous dit « Ah bon, mais oui, mais vous comprenez, c'est la liberté d'expression. » Alors moi je veux bien, mais quand on est un parti politique a priori digne de ce nom, et encore une fois j'y reviens, de l'écharpe tricolore, eh bien, on ne dit pas que il se commet un génocide, parce qu'un génocide, c'est particulier. Alors, non seulement on ment à ses adhérents, on ment aux Français quand on fait des discours qui sont diffusés par la radio, par la télévision. J'ai remarqué le nombre d'invitations de LFI sur LCP et sur le service public, c'est phénoménal. Il y a Olivier Faure qui dit la même chose. Eh bien, je suis ravi de ne plus être seul, mais je peux vous dire que parfois, nous... Non, qui dit la même chose, qui dit que c'est un génocide aussi, pardonnez-moi. Mais c'est dramatique. Ouais. Alors, sur les confrères médias, ils sont tenus, vous savez, à des règles de l'ARCOM et à justement un équilibre de la parole politique. Donc, sous réserve de ce que vous dites, effectivement, je précise quand même qu'ils doivent se plier aussi à un équilibre. Ce qu'ils font, sinon, ils seraient pénalisés. Mais revenons là-dessus. Réaction de Samuel Botton à ce que vient d'évoquer Emmanuel Abramovitch. Bon, il y a une décision de justice en même temps, hein. Oui, mais on peut aussi expliquer ça par le fait que la France insoumise flirte dangereusement avec les barrières de l'inadmissible d'un point de vue de langage, et c'est ce qui leur permet de s'en sortir. Alors moi, ce qui m'étonne, et je vais essayer de le dire avec le sourire et un peu d'humour pour dédramatiser la chose, c'est qu'un homme aussi brillant que vous, Emmanuel, prennent encore le temps de commenter ce que disent Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai arrêté de donner l'heure au foot du bus il y a déjà quelques années. Je comprends qu'il y a un combat à mener et qu'il ne faut laisser aucun centimètre carré d'espace. Mais parfois, on est tellement dans le grotesque et l'ubuesque et finalement l'instrumentalisation perfide que accorder de l'importance à ces gens-là, ne pas tomber dans le piège, ça me semble contre-productif jusqu'à un certain point. Deux éléments de réponse rapides. Le premier, d'abord, c'est pour démonter le fait de cette utilisation maligne de la puissance, de la force de l'écharpe tricolore. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que derrière ces gens qui mentent, il y a des gens qui écoutent et qui traduisent sur le terrain. On l'a vu la semaine dernière. En 2 jours, vous avez le lundi une altercation et le mardi, vous avez un magasin qui brûle à l'autre bout du pays. Oui. L'interprétation, c'est un effet sur le terrain qui, moi, me met, mais vous comprenez quand je dis moi, en danger. Et ça, effectivement, je le dénonce. Pourquoi ? Parce que nous, associations, avons une remontée d'alerte. Nous la faisons suivre son cours, normalement, par l'intermédiaire de la justice, qui nous déboute et qui valide en quelque sorte ce faux langage qui est une incitation à la haine. Merci à vous deux. Allez, dans un instant, Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui un nouveau conseil de défense sur l'influence grandissante des frères musulmans jugés comme une menace pour la cohésion nationale. La première réunion de mai ayant été insatisfaisante, le président attend désormais des propositions renforcées de la part du gouvernement. Percevez-vous l'entrisme des frères musulmans en France ? Oui ou non ? Vous donnez votre avis tout de suite sur le compte X de Sud Radio. Vous intervenez à l'antenne. Médéric Chapiteau, sociologue spécialiste des faits religieux dans le sport, sera notre grand témoin, Judith. Oui, vous êtes là d'ailleurs, Médéric. Bonsoir.
Bonsoir. Alors très rapide, une question bête, appelant une réponse courte. Cette influence, cet entrisme des frères musulmans, on est bien d'accord que ça concerne toutes les couches de notre société. Oh, ça touche tout le monde et on a pendant très longtemps estimé que le sport était protégé naturellement comme s'il y avait une sorte de bulle protectrice et c'est totalement faux. Je le démontre depuis plus de 10 ans. Donc je pense que nous allons en parler. Merci Médéric Chapiteau. Vous restez avec nous et vous, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez réagir, c'est le 0800 26 300 300. Vous pouvez voter sur X à notre question du jour aussi. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. À tous ceux qui, au moment de croquer dans une glace, entendent toujours le son de cette fameuse pub. À ceux qui ont froid aux dents quand ils croquent, mais qui vont recroquer quand même. Et à tous les mi-hommes, mi-castors, qui s'acharnent sur le bâtonnet jusqu'à sentir le goût du bois. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de 4 bâtonnets double Gold Caramel Magnum à 3,25 €, vous avez 60% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 juillet. Par 2, 568 grammes, soit 8,01 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Sud Radio Bergerac. 95.5. Sud Radio. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Vous avez un nouveau message. Allô patron, c'est cuit et recuit. En ce moment, les biscuits palmiers sont à 49 centimes chez Lidl. C'est une offre flash. À moins de 50 centimes le palmier, on est flashement mal. Les prix bas chez Lidl, c'est tous les jours. Vos supermarchés sont désormais ouverts le dimanche. Produits disponibles au rayon pain et viennoiserie. 70 grammes, 7 € le kilo. Offre valable jusqu'au 9 juillet. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors, ton nouveau crush? Bah écoute, il est beau, il est à l'aise partout, il est fiable, je me sens en sécurité avec lui. Et en plus, il est disponible. Attends, là tu me parles de ton SUV Volkswagen. Bah oui. En ce moment, chez Volkswagen, craquez pour le T-Roc à partir de 179 € par mois. Pour l'achat d'un T-Roc VV édition 9, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €, puis 36 loyers de 179 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. 4 jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, la cuisine, la maison et plus encore. De quoi vous sentir moins... et bien plus comme... Devenez une vraie star. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nos vraies voix du jour, Frédéric. Samuel Botton, expert en communication chez STEP Conseil, et Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Ils sont remontés tous les deux. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui un nouveau conseil de défense consacré à la progression de l'influence des frères musulmans, de fait une menace pour la cohésion nationale. Et alors il y a quelques annonces qui viennent de tomber. Un élargissement des sanctions financières, permettre une action plus large au préfet. Et puis à l'automne, il y aura une rencontre avec les musulmans de France et aussi un nouveau texte en préparation en fin d'été. Ils seraient les rouages du prosélytisme islamiste dans notre pays, les pourfendeurs des valeurs républicaines. Vous les connaissez, ils sont toujours présents, jamais visibles, les frères musulmans. Nous vous posons la question, percevez-vous l'entrisme des frères musulmans en France, oui ou non? Médéric Chapiteau, sociologue, spécialiste des faits religieux dans le sport, va nous éclairer. La petite consultation que nous vous proposons sur le compte X de Sud Radio, pour l'instant, répond je ne l'ai pas, je vais vous la donner tout de suite parce que ça a ripé. Alors, on va revenir sur les annonces. Déjà, Médéric Chapiteau, je vous redonne la parole. Sur ces annonces dont on entend parler finalement, qui exagèrent déjà plus ou moins, nous disait Emmanuel Abramovitch hors antenne. Alors, c'est peut-être un problème d'application, je ne sais pas. Par exemple, l'élargissement des sanctions financières ou la rencontre avec les musulmans de France à l'automne. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Entre les effets d'annonce ils sont bien obligés de faire quelque chose après un conseil de défense, c'est une chose, mais dans la foulée de ça, on peut augmenter les sanctions financières, on peut élargir les pouvoirs au préfet, tout le monde va être d'accord. La question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est la mise en œuvre. Pour faire ça, il faut des contrôles, et donc il va falloir aller au cœur du réacteur, c'est-à-dire
les structures associatives et contrôler. Et en France, on a toujours eu du mal à contrôler le système associatif. C'est un lieu de permissivité dans le sport et ailleurs qui a toujours bénéficié d'une forme de protection et de bienveillance sur laquelle on ne veut pas aller. Donc techniquement parlant, oui, je suis entièrement d'accord avec les mesures. J'attends de savoir comment elles vont être mises en œuvre d'un point de vue opérationnel. Et précision, nous avons le premier résultat de la consultation. Vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre sentiment. Alors, percevez-vous l'entrisme des frères musulmans en France? Vous dites oui à 86%. Alors, Emmanuel, quand même, mine de rien, c'est un mouvement qui est né en 1928 en Égypte, qui veut mettre, le but c'est de mettre en place un islam politique conservateur un peu partout. Et c'est un mouvement qui a été, donc les frères musulmans, interdit en Arabie Saoudite, en Égypte et plus récemment en Jordanie. On se demande ce qu'on attend en France. Alors ils ont été interdits, pas du tout par hasard. Il faut se rappeler d'abord que les frères musulmans ont toujours fait les mauvais choix. On va pas remonter jusqu'à 1928 parce que, mais enfin, quand le grand mufti de Jérusalem est parti visiter Hitler et visiter les camps de concentration avec Himmler, le grand mufti de Jérusalem, il a dans sa poche le soutien des frères musulmans. Quand il y a un homme qui s'appelle Anwar el-Sadat et que j'espère vous, auditeurs, vous n'avez pas oublié, un grand homme qui a été capable les accords de Camp David en 73 avec Menahem Begin. Merci Frédéric Brindel. Eh bien cet homme-là, il a été assassiné par qui? Par les frères musulmans. Donc c'est simplement pour vous dire que les frères musulmans, et puis je ne vous parle pas non plus de la synergie totale et absolue avec les Palestiniens, l'OLP et le Hamas, qui ont tenté à plusieurs reprises d'assassiner le roi Hussein de Jordanie. Pardonnez-moi de revenir un petit peu en arrière, mais on ne peut pas comprendre les frères musulmans et le danger qu'ils représentent si on ne parle pas de ce qu'ils ont fait de négatif pour le monde, contre la paix, contre le peuple palestinien, etc. Ils ont des intérêts, ils assassinent au nom du Coran, ils veulent établir la charia et c'est eux qui sont chez nous à la manœuvre et que nous ne soyons pas capables de les bloquer ici est une infamie, une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État. Samuel Botton, vous êtes un homme de terrain, vous êtes au contact dans le quotidien, que ce soit à Marseille ou à Paris. Est-ce que vous percevez cette action au quotidien? Je suis pas forcément le bon exemple dans la mesure où j'ai toujours essayé de faire le bon choix des sources d'information et des sujets et de la manière dont ils étaient traités. Donc d'abord, merci Emmanuel pour le rappel historique qui était évidemment indispensable. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et là, pour le coup, on est à un carrefour de notre histoire vis-à-vis de cette problématique. Sur 2800 lieux de culte musulmans en France, vous en avez 139 dans lesquels les frères musulmans sont présents. Alors à chaud comme ça, on pourrait se dire, c'est pas beaucoup. C'est une première tendance et c'est un chiffre qui, si rien n'est fait, ne pourrait que croître. Alors après, je reviens sur ce que disait Médéric, il y a des effets d'annonce. Et il n'y a que ça en fait, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une position qui est insupportable sur cette question, où l'opposition du Rassemblement National et LR le force à agir sur ce sujet. Lui veut prendre le temps de la réflexion et donc doit s'en dégager par des effets d'annonce. Mais en fait, encore une fois, on prend le problème dans le mauvais sens. Et alors, je n'arrive pas à me rendre compte que je vais le dire de cette manière, mais les frères musulmans, eux, le prennent depuis des années dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé de l'associatif. Moi, je vous parlerai de la manière dont ils le font, c'est-à-dire sur le terrain de l'éducation, sur le terrain du sport, sur le terrain de la religion aussi. Donc, tout ce terreau qui finalement doit porter notre société vers le haut est aujourd'hui préempté par les frères musulmans. Et je vais même aller plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, ces gars-là font ce que nos politiques devraient faire et ne font pas. Donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à pallier à ça. Et après il y a un sujet qui nous dépasse tous et qui est très difficile d'appréhender, mais qui à la limite concerne tous les prêcheurs dangereux, quelles que soient les religions, c'est la question des réseaux sociaux. On a eu une commission TikTok qui portait sur le masculinisme, et la question de la religion et des frères musulmans aurait pu se poser. De nombreuses prêches qui sont problématiques, des personnalités qui le sont tout autant. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui est en première ligne sur cette problématique, et malheureusement, on n'a pas les réponses. Médéric Chapiteau, je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste des faits religieux dans le sport. Est-ce que vous constatez une rigorisation de la pratique religieuse dans le sport et effectivement, on va dire un élargissement de ces pratiques à tout type de personnes, pas forcément que on dirait des personnes d'origine immigrée? Oui, il faut être très clair, depuis plus de 10 ans maintenant que je travaille sur cette thématique, on le constate au quotidien et il y a eu une évolution. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on met derrière ce fait religieux
que je vais décrire, un terme, frères musulmans ou islamistes. En fait, il y a une gradation qu'il faut mettre à l'intérieur. Dans cette gradation, il y a des réponses. Je vais être très clair, très cash. Nous avons 1, la permissivité, 2, le repli communautaire dans le niveau, 3, le séparatisme, 4, la radicalisation. Et on ne peut pas traiter ces 4 étages de la fusée de la même manière. Ça serait beaucoup trop simpliste. Si on prend le champ du sport doit avoir sa place dans la lutte contre la permissivité, parce que c'est les premiers acteurs. Je vous donne un chiffre, 120 fédérations sportives aujourd'hui, 120 règles d'application des valeurs de la République. Il suffit simplement qu'on ait tous la même règle autour de la neutralité et l'application de la neutralité. Ça évitera un embrasement, si vous voulez, une hystérisation des faits derrière, et ça va poser un cadre. Ouais, le traitement du port du voile, par exemple, lors des rencontres, diffère suivant les fédérations. Rappelons-le. C'est exactement le cas. Vous avez la fédération de handball, par exemple, qui va l'autoriser, et vous avez la fédération de foot qui va l'interdire. Mais là encore, comment on applique, comment on contrôle? Dans un deuxième cas, dans la foulée, vous avez le repli communautaire et le séparatiste qui, là, rentre dans l'effet d'annonce qui vient d'être fait, à savoir dans l'élargissement des prérogatives des préfets. Effectivement, là, ils vont pouvoir y aller, mais il faut qu'ils y aillent à partir du moment où il y a un signalement qui est fait par les fédérations d'un défaut lié à la permissivité, pour que toute la société républicaine travaille ensemble pour lutter. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, à partir de là, si on ne fait pas ça ensemble, le plus grand risque, c'est ce qui va tomber, c'est l'amalgame contre les musulmans, au lieu d'une action qu'ils veulent contre les frères musulmans et les autres. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, parce que ça serait contre-productif. Donc ça s'appelle en deux mots, le courage collectif. Et ça, on n'en a plus. Bon, réaction Emmanuel Abramovitz. Je rebondis sur votre propos que j'approuve évidemment. Le danger que vous évoquez est terrible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les réseaux fréristes s'attaquent devant nous à la jeunesse, c'est-à-dire à la France de demain. Ils la touchent par l'école, leurs écoles notamment, leurs réseaux d'écoles qui sont encore tolérés. On se demande pourquoi, comment. Et ce moyen de toucher la jeunesse, les enfants et les parents, le papa souvent, par effectivement un suivi sur les terrains de sport. Et c'est systématiquement les frères musulmans, vous nous confirmez tous les deux là. Absolument, absolument. Les autres. Mais Éric Chapiteau, il y a d'autres organismes, organisations, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ouais, je suis plus nuancé parce qu'en fait, sur le terme musulman, moi je parle plutôt d'islamisme au sens large, parce qu'on a des difficultés à identifier si ce sont des frères musulmans ou non. Donc, pour moi, je suis plutôt sur une déviance de la religion et de la pratique religieuse. Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. On a beaucoup de frères musulmans qui vont intervenir sur ce champ-là, mais on ne sait pas si ce sont que des frères musulmans. Le rapport qui a été précité tout à l'heure par un préfet, là, le rapport qui est sorti au mois de mai, parlait d'un noyau d'une centaine de personnes identifiées en France, et avec derrière un réseau de ramifications. Je crois que c'est beaucoup minoré, mais il faut effectivement prendre en compte que dans le champ du sport, Frédéric, vous le savez, on a travaillé ensemble déjà là-dessus il y a quelques années. Effectivement. Je fais très court. Il faut impérativement comprendre qu'à l'époque, on parlait de radicalisation. Et on voit qu'aujourd'hui, on descend sur le spectre, et je rejoins. Aujourd'hui, s'il y a de l'entrisme islamiste, c'est parce que nous, autorités et clubs, on a laissé rentrer parce qu'on n'était pas capable d'appliquer la règle. Samuel Botton, merci. On va vous donner le mot de la fin. Je vais pointer du doigt ce que dit LFI, pour terminer. Tiens, ils disent, Manuel Bompard, il dit que c'est encore une volonté, de pointer aussi du doigt les Français de confession musulmane. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Non, je pense que le propos de Médéric et Emmanuel, à certains égards, a été très clair. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans l'amalgame sur frères musulmans et musulmans. Et ça, c'est la première question qu'on doit se poser pour notamment préserver une partie de la population française et la génération de demain. Maintenant, sur la question des frères musulmans, oui, il va falloir agir très vite. J'ai la faiblesse de penser que l'interdiction ne saurait tarder d'ici la fin de l'année. Et après, c'est encore une fois, c'est toujours les mêmes questions. Sport, éducation, culture, comment est-ce qu'on met ça en place et comment est-ce qu'on permet
à nos citoyens et à cette nouvelle génération de ressortir par le haut. Merci à tous les trois. Je rappelle qu'on était aujourd'hui en présence de deux vraies voix incontournables qui vont revenir sur ce plateau. Puis le duo, le duo. Voilà, on aime bien. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Emmanuel Abramovitch. Moi, je dis Abramovitch, pardonnez-moi. C'est toi qui prononce le mieux. Général tu m'as dit tout à l'heure. Vous m'avez dit qu'il fallait, c'était contre bien. l'antisémitisme et président de l'association Ben Gurion. Vous êtes trop cool. Merci Médéric Chapiteau. Ouais. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste des faits religieux dans le sport. Merci de votre témoignage aujourd'hui. Et puis tout de suite, ça va être la chronique Les incontournables de l'immobilier avec Thomas Binet. Oui, et puis n'oubliez pas, ne manquez pas les vraies voix du Tour de France entre 19h et 20h. Nos invités, la légende Bernard Hinault, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Ne ratez pas l'émission. Allez, à tout de suite.